A long time ago, in a galaxy far, far away. A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. Hello, I think. We would be honored if you would join us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Mon nom est Denis Pépin et je suis de retour au micro cette semaine, au retour pour l'émission numéro 95. Une émission qui est due depuis très très longtemps. Je crois que la dernière émission régulière date du mois d'août dernier. Donc cette semaine, on va essayer de revenir le plus possible sur toutes les informations qui sont non spoilers. Donc des détails sur le tournage de l'épisode 7. On va parler un peu de Clone Wars, oui, même si la série a été terminée depuis quelques mois. On va parler de Star Wars Rebels, dans la série animée qui a débuté pas très longtemps. Et on va revenir aussi sur quelques détails sur des jeux vidéo qui s'en viennent, ainsi que du recommencement de l'univers étendu, entre guillemets, sous forme du canon officiel et non Legend, bien sûr. Cette semaine, en ma compagnie, il y a Henri Levental. Bonjour Henri. Bonjour. Il y a Jeff Quadery. Il y a un nouvel animateur, pardon. Nouvel auditeur, je connaissais pas avant aussi, mais salut. Bonjour, et Hervé Coiral, aussi une nouvelle voix à Star Wars en direct. Bonjour Hervé. Salut Tony. Donc, comme vous venez de le constater, on a deux nouvelles voix. Donc, premièrement, Jeff Quadery, qui est le réalisateur, animateur du défunt podcast Cantina News, qui était consacré principalement au jeu The Old Republic et maintenant qui s'occupe de la production de multiples podcasts sous la bannière Cantina Production à cantinanews.fr. Bonjour Jeff, peux-tu en dire un peu plus sur ta passion sur Star Wars en général? Je vais essayer brièvement de dire ça. Premier contact avec Star Wars lors de la sortie au cinéma de la Special Edition où ils avaient remasterisé le film, le son et les effets spéciaux. Et c'était une des premières sorties au cinéma pour moi et du coup ça fait ça m'a suffi quoi. Voilà. Après ça j'étais foutu, j'étais complètement fan. S'en est suivi un parcours classique où j'ai joué aux jeux vidéo, lu quelques BD. Et lancement du coup dès la sortie du jeu The Old Republic du podcast pour suivre un peu tout ça et très fan de la récente série Rebels et j'attends vraiment avec impatience l'épisode 7. Excellent. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire du podcasting? J'ai toujours été quelqu'un qui aime partager et débattre et qui aimait la radio aussi, mais la radio bon c'est quand même inaccessible quand tu es chez toi, tout seul, adolescent, etc. Et j'ai vu qu'il y a des mecs qui faisaient de la radio sur Internet. J'ai trouvé ça juste génial. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Lançons-nous. Excellent, ben merci. Bienvenue à Star Wars en direct. Merci. Et deuxième voix nouvelle à Star Wars en direct, dénommé Hervé Coiral, qui est probablement connu de certains d'entre vous, puisque c'est un ancien de la belle époque de siteclan.net. Il travaillait surtout sur le graphisme. Il produit maintenant le podcast Split Screen sur la production cinématographique. Son site, bien sûr, splitscreenpodcast.com. Bonjour Hervé. Peux-tu nous lancer une petite bio de ça? Une petite bio. Bah écoute, oui. Donc voilà, j'anime et je produis Split Screen, le podcast sur la production cinématographique. Donc ça prend en compte beaucoup de choses. Et puis, si je me suis lancé dans ce média, c'est aussi grâce à Star Wars en direct, puisque j'ai commencé donc avec Siteclan. Pour les vieux de la vieille, et puis même pour ceux qui vont sur le forum, si vous voyez un Neo-Kun, c'est moi. Voilà. Puis donc j'écoutais donc Star Wars en direct, donc avant que ça soit appelé podcast ou balado diffusion.
Et entre-temps, c'est vrai que l'arrivée d'iTunes, des iPods aussi, et donc tout ça a fait que je me suis lancé également dans ce genre de petits médias bien sympathiques, qui nous font rencontrer des gens bien sympathiques également. Excellent. Ben, bienvenue à toi aussi à Star Wars en direct de façon plus active. Ouais, merci. Donc, Jeff et Hervé, vous allez les entendre dans des futures émissions Star Wars en direct, en compagnie de moi-même et Henri. Donc, ils vont avoir aussi un rôle d'animateur, étant donné que j'essaie de me retirer, de m'occuper plus de Star Wars en direct de façon élargie. On va essayer d'avoir plus d'émissions, premièrement. Donc, Jeff et Hervé vont essayer de combler un peu les lacunes temporelles de l'émission, parce que... On a des bouches-trous, c'est ça? Ah ben, ouais. Ça fait plaisir. En fait, Star Wars va tellement vite par les temps qui courent avec Rebels, les films qui s'en viennent, l'épisode 7, 8, 9, les spin-offs, peut-être une série live à la télé dans le futur. Ça n'arrêtera pas du tout depuis l'achat de Disney, donc on va avoir besoin de support supplémentaire, et Jeff et Hervé étaient des candidats idéaux pour prendre ce rôle. C'est gentil, ça. Sans compter tout l'univers étendu. Ah, bien sûr, en fait, mon Dieu, j'allais oublier ce côté très important. Donc oui, c'est énorme la quantité d'informations Star Wars qui roule à chaque semaine. Donc on essaie le plus possible de vous informer, de débattre sur tous les sujets entourant Star Wars. Je rappelle la politique spoilers de l'émission, donc ceux qui nous écoutent, la limite des spoilers qu'on voit à cette émission est tout simplement, on va parler de la production de l'épisode 7, mais on n'ira pas dans le détail de l'histoire du film. Donc oui, on peut parler que John Boyega va jouer tel personnage, on va peut-être donner le nom du personnage, mais on ne dira pas ses actions dans le film, et puis on ira pas dans les détails des révélations qu'il peut avoir. Si vous voulez savoir tout ça, on a une émission dédiée particulièrement à ça qui s'appelle Star Wars en direct Spoilers. Donc on a déjà 5 émissions de fait. Donc je vous invite à aller écouter ces émissions-là plus particulièrement si vous aimez les spéculations, les rumeurs, etc. On essaie de limiter énormément tout ce genre d'informations à Star Wars en direct, l'émission régulière en fait. Donc, d'ailleurs, les plus récentes émissions qu'on a faites sont Star Wars en direct Rebels, les commentaires sur Spark of Rebellion. Donc, il y a Henri, Sylvain et Thomas qui ont discuté de l'émission pilote, donc le mini-film ou l'émission pilote. Donc, vous pouvez aller écouter ça, c'est sur le feed RSS et sur notre site web. Vous pouvez voir même des versions rehaussées de certaines de ces émissions-là. Donc, avec un ajout visuel au contenu sonore. Et puis l'autre, c'est Star Wars en direct Spoilers numéro 5, où on parle de la grosse révélation sur l'épisode 7 qui a été dévoilé, ou ça reste en rumeur, mais qui serait vraiment une rumeur majeure. Donc même ceux qui suivent les spoilers veulent peut-être éviter cette émission. Selon le niveau de spoiler, jusqu'où vous êtes prêts à aller. Sans attendre, nous allons poursuivre avec toutes les actualités de l'épisode 7 avec la chronique Hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis la dernière émission par rapport à l'épisode 7? Il y a eu une tonne de choses qui s'est déroulées. Premièrement, nous avons su qui était le gagnant de Star Wars Force for Change. Pour ceux à qui ça ne dit rien, mais Star Wars Force for Change, c'était une association entre la compagnie Omaz et Lucasfilm en collaboration avec les laboratoires d'innovation de l'UNICEF, qui ont lancé un concours au printemps dernier où l'on offrait la chance à des donateurs de visiter le plateau de tournage et d'avoir un rôle de figurant dans l'épisode 7. C'était le grand prix, en fait. Il y avait plusieurs prix aussi qui étaient disponibles selon le niveau d'investissement que la personne faisait. Donc, ça variait de 10$, le minimum, jusqu'à 50 000$ pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent à mettre. Vraiment... J'espère que le montant ne jouait pas sur
sur le Grand Prix. Je crois que oui. Je crois que oui, parce que comme un 10$ valait un vote dans le chapeau, 50 000 $ valait 5 000 votes dans le chapeau. Ou évidemment. Quelque chose comme ça, bien sûr. Donc, le gagnant, on ne sait pas quel était son niveau d'investissement, mais il y a des chances qu'il ait investi beaucoup plus que moi, par exemple, qui avait participé au minimum. Donc, le fameux gagnant, il s'appelle DC Barnes. Il a été surpris par le personnel d'Omaz, je ne sais pas si c'était chez lui ou à son bureau, alors qu'il donnait une entrevue sur ses expériences Star Wars, justement, avec d'autres gens de la compagnie. J'ai l'impression que c'était arrangé avec le gars des vues un peu. Là. Il devait se douter qu'il allait gagner s'il faisait une entrevue avec les gens de la compagnie qui organisait le concours. Donc, en fait... qu'est-ce qui est intéressant quand même de ce concours-là, c'est qu'ils ont quand même ramassé 4,26 millions de dollars, donc 4,261 410 $ US pour les laboratoires d'innovation de l'UNICEF, plus 1 million qui a été donné par Disney. Donc c'est quand même 5 quelques millions. C'est une belle opération pour l'UNICEF. Oui, définitivement. Plus que l'argent qu'ils ramassent pendant l'Halloween, probablement. Des chances. Je sais pas, avez-vous participé, vous, en tant que fan? Non, moi, je n'ai pas participé à celui-là. En tout cas, j'ai trouvé le mouvement assez sympa. Vu la nature de Star Wars et de cet univers de rassembler énormément de gens, énormément de monde, je trouve ça vraiment à point nommé au moment où on relance, en quelque sorte, l'univers. Qui puisse servir à d'autres gens, et l'UNICEF là-dessus c'est vraiment une bonne opération. En tout cas je suis vraiment content que Star Wars participe à tout ça. Pensez-vous que ça va revenir avec les prochains films et les spin-offs? D'après moi ils vont probablement relancer le concours. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne opération, effectivement. Maintenant, il faut qu'ils mettent ça sur d'autres associations, et ça peut être évidemment très intéressant, mais je suis d'accord avec Jeff, quoi. C'est une belle opération de se servir de ce nouvel élan autour d'un univers pour faire profiter des associations caritatives. De toute façon, on sait très bien que Star Wars a toujours touché un peu tout le monde, et on sait très bien que même sans avoir des opérations caritatives, on sait très bien qu'il y a beaucoup de fans costumés qui vont même rendre visite à des hôpitaux d'enfants pour un peu leur faire sortir de leur situation. Donc on sait que les fans que ce soit maintenant donc Disney ou que ce soit juste les fans de Star Wars, on sait qu'on est très proche de tout ça. C'est juste ironique que le gagnant du concours parrainé par Disney s'appelle DC Barnes, parce que c'est comme Marvel DC, c'est comme... Je pense que c'est une conspiration. Ouais. Ensuite, il y a plusieurs choses qui se sont déroulées avec l'approche de la fin du tournage. Donc, au cours des derniers mois, vous avez probablement vu en ligne tous les Ice Bucket Challenge qui ont eu lieu. Donc, Mark Hamill, Harrison Ford, Daisy Ridley, John Boyega et J.J. Abrams ont participé. Il y a même Ryan Johnson qui a participé, qui est supposément le scénariste pour l'épisode 8-9, mais que Lucasfilm a toujours pas annoncé officiellement. Mais il a fait son Bucket Challenge dans la fontaine de Yoda à Lucasfilm, donc on peut supposer que il fait partie de la famille maintenant officiellement, même si ça n'a pas été annoncé. De toute façon, on voit partout qu'il a été... Je ne me trompe pas, il fera juste le scénario du 8 et 9 et il réalisera le 7. Ouais, le 8, pardon. C'est ça. Ouais. En plus, il y a eu la fermeture des comptes Twitter de John Boyega et Daisy Ridley. La raison n'a pas vraiment été nommée. Il y en a qui disent que c'est JJ, il y en a d'autres qui disent que il y avait des commentaires négatifs sur les acteurs, etc. Puis Daisy Ridley a fermé son compte et John Boyega le fait par pas sympathie, mais par association. Donc, on le sait pas. Je sais pas si vous avez entendu d'autres choses par rapport à ça depuis. Non, pas du tout, non. Ensuite, on sait qu'il reste environ 2 semaines. À partir de lundi, je pense qu'il va rester 2 semaines à la photographie principale de l'épisode 7. Donc, on a eu un tweet de Anthony Daniel qui a confirmé
qui venait de terminer ses scènes. Donc, son tweet, je vais le dire en anglais, suivi de la traduction. In today's golden hour, on a backlot in southeast England, it was a wrap for me. Terminal, I hope only in relation to episode 7. Time will tell. Donc, en français, à la tombée du jour, sur un plateau extérieur au sud-est de l'Angleterre, le tournage est terminé pour moi. Terminé seulement en relation avec l'épisode 7, j'espère. Le temps le dira. Donc, il confirme pas s'il revient ou pas. Il n'a pas signé son contrat probablement. Mais d'après vous, est-ce que vous avez un doute qu'il va revenir? Non. Aucun. Peu de chance. Peu de chance. La façon qu'il dit, on dira c'est ma dernière fois, mon personnage s'est fait détruire ou je sais pas trop, mais non, je suis certain qu'il va revenir moi aussi. C'est un des personnages qui a été présent dans tous les films alors. Mm-hmm. Faut vraiment qu'il y ait un gros truc et je pense que les fans ne seraient pas tellement contents. Il a bien tenté de partir à la fin de l'Empire contre-attaque, mais bon, son personnage est bien trop important pour l'univers. Je pense que la seule chose qui pourrait empêcher le personnage d'être présent dans les films dans le futur, c'est si Anthony Daniels soit meurt ou il refuse de faire le rôle qu'il représente, il imbibe tellement le personnage, il est pratiquement le seul qui peut jouer ce rôle-là vraiment par ses manières, ses mouvements, etc., que je pense que si il ne participerait pas à un futur film, je pense que la production ferait simplement que le personnage disparaîtrait, soit détruit ou... La mort de Daniels ferait la mort du personnage dans les films. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ouais. Mais je pense que ce serait la seule possibilité parce qu'on sait que Daniels, depuis très longtemps, dès qu'il y a une apparition de C3PO, c'est lui qui fait la voix. Donc que ce soit dans les séries animées, que ce soit dans les jeux vidéo, n'importe quoi, c'est toujours lui. Donc je pense qu'il est trop attaché à son personnage. Donc à part sa mort, je vois pas une raison qui justifierait son départ. Après, il faut vraiment voir quel est l'objectif profond de la nouvelle production de film, quoi. Est-ce que c'est on prend les mêmes éléments et on refait pareil, ou alors on reprend la même structure dans le sens où il y a des personnages en comic relief tels que R2D2 et C3PO, peut-être qu'ils seront présents que pour l'épisode 7 pour introduire la nouvelle équipe qui ensuite partira avec un nouveau truc, quoi. Donc ce genre de choses. La nouvelle trilogie ne sortirait pas de l'esprit de Lucas, je dirais peut-être, mais comme c'est Lucas qui a fait ces fameux story treatments, je me demande quand même qu'il a gardé quand même une certaine cohérence entre tous les films, selon moi. C'est possible, hein. De toute façon, il faudra le voir une fois que le film sera sorti. Là-dessus, on n'a pas d'indication pour l'instant. Enfin, s'il continue sur la même lignée, on peut imaginer que C3PO et R2D2 vont éventuellement suivre les nouveaux personnages principaux. Donc Daisy Ridley, John Boyega dans la trilogie. C'est ce qu'on peut peut-être supposer si on voit un peu de la façon dont ça a été fait dans le passé avec la trilogie originale et la prélogie. C'est vrai que de toute façon nos deux robots préférés font le lien et nous amènent et vraiment le lien et nous amènent dans les histoires de tous les personnages. C'est eux qui nous guident à travers tout ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on connaîtra plus tard. C'est le seul élément qui relie tous les films en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on a aussi appris que Christina Chung, la dame qui fait du parcours ou du free running en fait, a aussi qui a même pas été annoncée officiellement comme étant dans le film encore, mais son agence artistique Piers Nemo a fait un tweet qui mentionnait que elle a fini son tournage, puis c'était un projet #Star Wars, donc on peut imaginer qu'il va être un des personnages qui vont faire une poursuite quelconque avec des trucs plus acrobatiques. Sûrement pas un Stormtrooper, mais peut-être d'autres, peut-être des personnages qui sont sensibles à la force, peut-être. Ouais, ou un Bounty Hunter. Oui, aussi. Tout à fait d'accord. Ensuite, on a vu Carrie Fisher et Mark Hamill qui ont été vus ensemble à Beverly Hills, à Los Angeles, lors d'un gala qui fêtait le 100e anniversaire d'une œuvre de charité. Donc, techniquement,
leur tournage est terminé. Et puis, Mark Hamill continue à porter sa barbe et commence à être vraiment longue, sa barbe. Oui, j'ai vu ça, oui. Il a l'air vraiment d'un des membres du groupe ZZ Top, pratiquement. Ça commence à être... Il a vraiment l'air d'un voyons, au Québec, on dit un robineux, là, mais un itinérant. Et il y a un nouveau personnage qui a été annoncé récemment. Si on pense aux personnages qui ont déjà été dans les films, ou les acteurs qui ont déjà été dans les films et qui n'ont pas été renouvelés encore, à qui pensez-vous? Jar Jar. Jar Jar, ben oui, Jar Jar. Évidemment. Enfin, tout ça pour dire que StarWars.com a annoncé sur son fil Twitter officiel le 16 octobre dernier. On pouvait y lire pendant ce temps à la résidence des Davis. Donc, Davis, on parle ici de Warwick Davis. Donc, il annonçait dans une petite vidéo qu'il serait de retour dans l'épisode 7. Maintenant, je vous pose la question. Quel rôle pensez-vous qu'il va jouer? Est-ce un rôle qu'il a déjà fait ou tout simplement un autre rôle? Comme on l'a revu assez souvent dans la prélogie, il peut quasiment prendre n'importe quel rôle, à moins d'avoir le retour de Wicket pour un rôle récurrent. Je vois pas trop. Oh, moi, je vois pas le retour de Lee Walk, hein, ça c'est sûr, mais Ouais. je sais je crois qu'il est proche de la production, donc je pense qu'il peut même apparaître. Il apparaîtait bien en chair et en os durant la course des pods, donc c'est pas possible que ce soit juste une petite apparition amusante ou juste un petit caméo rapide. Hein. Mais sinon, c'est sûr que... Je pense je suis pas mal d'accord avec toi. À moins, la seule façon qu'il pourrait reprendre son rôle d'Ewok, c'est si, on en parle un peu plus dans l'émission Spoilers, mais j'irai pas dans le détail, s'il y a une certaine faction qui va sur Endor pour faire quelque chose, peut-être que il pourrait reprendre son rôle de Wicket à ce moment-là. Mais je pense que ça serait la seule façon qu'il pourrait reprendre le rôle de Wicket. Sinon, ça va être un personnage tout à fait en caméo, selon moi. Non, j'allais dire si Endor est de retour, parce qu'on ne le sait pas non plus. Ah, bien sûr. Ouais. D'un autre côté, maintenant, Warwick Davis est un acteur confirmé. C'est plus l'enfant qu'il était quand il interpréterait. Oh, bah, j'arrive plus. Hein. Quand il jouait, voilà, Wicket. Quand il jouait Wicket, c'était un enfant. Maintenant, c'est un acteur confirmé. Il a plusieurs films importants à sa filmographie, donc il peut tout à fait avoir un rôle récurrent à visage découvert. Il peut même avoir des lignes de texte. Je veux dire, c'est pas... Oui, c'est vrai qu'il a interprété, par exemple, le banquier dans toute la saga Harry Potter. Donc, c'était un vrai rôle avec des répliques. Enfin, donc, c'est vraiment un acteur confirmé. Donc, maintenant, on pourrait tout à fait, dans cette nouvelle trilogie, le voir interpréter un rôle important. Pourquoi pas. Et on parlait aussi, il y a le mois dernier, je crois, ou il y a peut-être au printemps, que Kenny Baker, sa santé n'était pas excellente. Pensez-vous que Warwick Davis pourrait jouer le rôle d'R2? C'est pas impossible, mais je pense qu'ils auraient indiqué, je pense, si Kenny Baker a eu de gros soucis de santé, qu'il avait dû arrêter, s'il avait été obligé d'arrêter le tournage, je pense qu'on l'aurait su quand même. D'accord. Il y a aussi le mois dernier, vous l'avez sûrement vu sur Internet, il y a un pilote qui prenait des photos promotionnelles pour son école d'aviation, des photos aériennes, qui est tombé par hasard sur le lieu de tournage d'une scène extérieure de l'épisode 7, sur une vieille base dans un secteur en Angleterre à 40 minutes de Londres, appelé Greenham's Common. Bon, il a pris une photo du Millennium Falcon et du nouveau X-Wing, grandeur nature. Bon, le X-Wing un peu qu'on voit dans les vidéos avec J.J. Abrams pour Force for Change. Ça n'a pas été très long que plusieurs personnes s'y sont dirigées avec des caméras, des drones, etc. pour filmer qu'est-ce qui se passait sur le plateau. Et d'ailleurs, il y a plusieurs vidéos et photos qui ont été prises et sont toujours disponibles sur Internet. On en parle de long en large sur Star Wars en direct spoilers. Donc, si vous voulez
entendre ce que l'on a à dire par rapport à ça et même voir des images dans la version rehaussée de Star Wars en direct, que je vous invite d'aller sur notre site web et regarder les versions YouTube des émissions. De plus aussi, il y a eu beaucoup d'art concept et d'images qui ont été qui se sont glissés hors des murs de Lucasfilm, si on peut dire ainsi. Ça a fuité. Oui, fuité. Et qui se sont retrouvés dans les mains des fansites, plus particulièrement makingstarwars.com. Donc, soyez rassurés, on ne fera pas de description de ces images-là à cette émission particulière, car certaines des idées derrière ce qu'ils nous ont montré est très spoilers et dans certains cas extrêmement spoilers. Donc, je vous invite encore à aller voir nos émissions spoilers, car ici, à l'émission régulière, on parle surtout de tout ce qui est non spoilers. Donc, direction notre site web pour ces émissions-là. Apparemment qu'il y a eu un changement de lieu de tournage. Un article du Hollywood Reporter qui mentionne que le tournage de Star Wars au Moyen-Orient était prévu se faire en Jordanie, à un site qui a vu plusieurs films être tournés dans le passé, comme Lawrence of Arabia, plus récemment Prometheus, Zero Dark 30, Transformer, Revenge of the Fallen, etc. Et contrairement à la Tunisie, la Jordanie n'était pas dans la zone où est-ce qu'il y avait eu les effets du printemps arabe. Donc, tout était prévu pour être tourné en Jordanie. Et puis, soudainement, à la dernière minute, la production s'est déplacée à Abu Dhabi avec une équipe jordanienne. Donc, l'équipe de tournage jordanienne a suivi. En fait, les Émirats Arabes Unis ont apparemment mis le paquet pour attirer Star Wars et faire un petit clin d'œil à la Jordanie, que son règne sur le tournage des scènes désertiques et au Moyen-Orient était terminé, en fait. Le catalyseur de ce changement-là fut principalement apparemment un rabais de taxes de 30%. Pour une valeur de 5 millions qui n'est pas négligeable pour la quantité de scènes qu'il y avait à faire. C'est loin d'être tout le film qui était tourné là. Donc 5 millions, c'est quand même une bonne aubaine. Puis il y a aussi des rumeurs que les riches Émirats arabes ont offert des avantages au-delà des attentes pour attirer Star Wars, comme du support additionnel, des gros rabais dans le coût de l'hébergement, donc les hôtels, etc. Donc c'est pour ça qu'ils se sont déplacés à Abu Dhabi. Certain que l'argent parle dans le domaine du cinéma, donc peut-être que Hervé pourrait nous en dire un peu plus là-dessus. C'est clair que évidemment les pays qui peuvent recevoir des tournages se battent énormément et donnent, comme tu le disais, des avantages importants. Des abaissements d'impôts, puis des avantages en nature diverses. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'industrie du cinéma, ça fait partie des choses que les tournages et les productions jouent avec, ainsi que les pays. Donc il y a de multitudes d'histoires sur ce genre de cas de tournage qui se déplacent. Alors il y a ce côté-là, mais après il y a des problèmes politiques, des problèmes divers. Et bon, après on connaît aussi dans l'histoire de l'univers de Star Wars ces grands accidents météo qu'il y a eu, et des décors détruits. Donc après, ça peut aussi jouer là-dessus, sur la météo. Hein. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter à ce qu'a dit Hervé, c'est même un investissement qu'a fait le régime en place pour donner de l'argent, pour tout faire pour que ces gens-là viennent tourner chez eux, parce qu'on sait que le lieu de tournage de Tatooine qui avait lieu en Tunisie a amené énormément de touristes sur le coup, et il est même... je vais prendre le parallèle avec un autre film d'aspect mythologique comme ça, savoir Le Seigneur des Anneaux, où Hobbit Town, donc le Hobbitbourg, le village des Hobbits, a clairement été ouvert au public, les lieux de tournage, et génère quand même du tourisme à cet endroit-là, quoi. Donc c'est un véritable investissement si derrière ils décident d'exploiter le lieu de tournage, que d'avoir fait ça à Abu Dhabi. Je sais, peut-être aussi pour cette raison-là, à mon avis, qu'ils ont
Oui, si on revient sur le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que la production pour la seconde trilogie, donc le The Hobbit, c'est vrai que la production du film avait fait pression également sur le pays pour pouvoir jouer, enfin s'installer dans le pays. Donc avait assez de poids et d'importance pour contraindre le pays à faire certaines générer certains détails, certaines choses pour les inciter à être présents et être présents en Nouvelle-Zélande. Et clairement, la Nouvelle-Zélande profite de tous les films des Seigneurs des Anneaux avec les paysages qu'ils montraient, etc. Ça l'a attiré énormément de monde depuis la sortie du premier film. Oui, c'est sûr. Et je pense que là, Abu Dhabi, sur le tournage de Star Wars, va sûrement faire le contraire de ce qu'a fait la Tunisie, puisque la Tunisie laisse dépérir les décors originaux. Et je pense qu'Abu Dhabi, dès que le tournage sera fini, va garder ses décors, s'il en reste, précieusement pour faire des tours des tours de bus, de cars pour les touristes. Ça, c'est évident, et ça va générer effectivement du trafic et du tourisme. Donc, on continue sur la prochaine chose que vous avez sûrement tous vu sur Internet, le clip où l'on voit la caméra passer sous ce qui semble être le Millennium Falcon, accompagné par le thème de la Force de John Williams. Puis, tout en continuant le travelling sous le faucon, la musique change pour le thème de Batman. La caméra ralentit et se concentre sur un élément du fuselage qui est en fait la Batmobile ou le Tumbler, la version plus moderne de la Batmobile des plus récents films de Batman. Donc, avant d'aller plus loin dans ce petit... C'était une réponse de J.J. Abrams à Zack Snyder. Ils se font un petit duel sur Twitter. Mais avant d'aller dans l'historique de ce petit duel sur Twitter, qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez vu ce clip, Henri? C'est excellent, j'ai trouvé ça très très amusant. La seule question que je me pose maintenant, c'est comme on sait que les films, souvent, par exemple, on sait qu'Abrams, ça fait des clins d'œil, on sait qu'il a fait apparaître un petit R2 normalement dans le premier Star Trek. Je me demande maintenant, vu qu'il a rajouté ça sous le faucon, ça serait curieux d'essayer de voir ça une fois que l'épisode 7 sera sorti en Blu-ray, de regarder chaque image où le faucon apparaît pour voir si on retrouve pas la Batmobile cachée aussi, pareil. S'il leur a laissé Est-ce que ça a été un rajout numérique ou est-ce que ça a vraiment été rajouté sur la carcasse? Toi, Hervé? Je pense que déjà les deux réalisateurs s'amusent à se faire des clins d'œil. Après, c'est ce qu'on appelle les Easter eggs. Hein. C'est voilà, ces petites références. Surtout dans Star Wars, on en connaît quand même pas mal. Et puis même dans Indiana Jones. Il y a les D2R2, C3PO qui apparaissent dans le temple, dans le premier Indiana Jones. On a aussi un D2R2 qui apparaît sur la maquette du vaisseau mère extraterrestre dans Rencontre du troisième type. Donc voilà, il y a toujours des petites choses. On en a pas forcément conscience, on ne le sait pas forcément. Faut le savoir, et puis on trouve si on fouille un peu. Bon là il nous le montre clairement, et c'est juste, c'est très sympathique, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Et toi, Jeff, avant de voir cette vidéo, est-ce que tu savais, étant donné que tu ne suis pas les spoilers, est-ce que tu savais que le Faucon Millennium était dans l'épisode 7? Oui, non, j'avais vu des spoilers, parce que je les regarde pas, mais je me fais quand même spoiler la tranche parfois. C'est piégé. C'est les méfaits des flux RSS, tu sais, où tu as 30 sites différents dans le même endroit, et puis des fois, tu as des photos qui apparaissent. Là, tu retournes ton bureau. Pour en revenir à la vidéo, moi, je trouve ça juste génial. C'est quelque chose que j'adore. On est à une époque où la culture... je vais mettre des gros guillemets, la culture geek, mais toute cette culture digitale de comics, de science-fiction, de films comme ça, fantastiques, qui est tout partout ensemble. Et là, on a même des trucs qui se font des clins d'œil partout. C'est comme plus récemment et plus localement, il y a eu un trailer de Astérix et Obélix réalisé par Astier.
Alexandre Astier là, qui était là pas longtemps, où Panoramix dans le trailer sort vous ne passerez pas de Gandalf quoi. Okay. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est les univers qui se nourrissent les uns les autres, qui se font des références les uns les autres. Moi je trouve ça juste génial. J'ai beaucoup apprécié en tout cas de voir ça. Mais moi aussi j'ai trouvé ça génial comme idée. De un, il répond à Zack Snyder, mais de deux, c'était un peu une réponse aux fans parce que les images aériennes du Faucon venaient juste de paraître. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? JJ a tout simplement décidé, bon, on va filmer le Faucon qui est dans la cour ici. Et puis, on va répondre en même temps, on va donner un petit cadeau aux fans en montrant le Faucon. Ouais, dans le fond, parce qu'on sait que JJ est très secret dans tout ce qui entoure la production. Donc, lui, il nous lâche des petits cartons ici et là, une fois de temps en temps, en images, avec des messages et des trucs en arrière-plan. Ben, ça, c'est un autre exemple du genre de choses qui fait exprès pour nous donner. Donc, vas-y. C'est un spécialiste. Hein. Il y a une proximité aussi entre ces deux personnages-là, quoi. Snyder comme Abrams sont deux personnes qui sont connues pour respecter le matériel d'origine dont servent leurs adaptations. Snyder avec The Watchmen ou encore 300 et Abrams avec Star Trek et maintenant Star Wars, quoi. Donc c'est vraiment ils ont une proximité de création dans le sens où ces deux relativement jeunes réalisateurs, parce que je pense même pas qu'ils dépassent les 40 ans les deux. Si, peut-être Abrams c'est plus vieux que Snyder. Enfin bref, c'est pas important. Mais voilà, ils ont une proximité ces deux-là et c'est marrant de les voir bosser ensemble. Ça veut dire qu'ils s'inspirent l'un l'autre, quoi, aussi, hein, de se faire ce genre de clin d'œil. Exactement. Bon, en fait, ce petit duel entre les deux a commencé le 23 juillet dernier avec une photo de Henry Cavill, l'acteur qui joue Superman dans le prochain film Batman vs Superman Dawn of Justice, où on voyait justement l'acteur en bure Jedi avec un sabre laser rouge, donc avec le hashtag Super Jedi. Évidemment, JJ a répondu avec John Boyega déguisé en Batman avec le hashtag Boyegaman. D'ailleurs, je vais vous rajouter les images dans la version rehaussée de l'émission. Donc, les auditeurs, vous pourrez voir ces images-là pendant qu'on en parle. Ensuite, Snyder a répliqué, bien sûr, le 2 août avec une photo de Batman et R2D2 dans le désert. Un peu une scène comme Tatooine avec la mention Batman et au lieu de Robin, c'est R2Bin. Donc, au lieu de R-O-B-I-N, c'est R2Bin. Donc, Batman et Robin. Et puis, bien sûr, JJ a répliqué, bien sûr, en pliant une photo de C3PO sur le haut d'un bâtiment de Gotham City en train de surveiller la ville avec le logo de l'Alliance Rebelle qui est projeté sur les sur les nuages. Je l'ai pas vu celle-là. Donc, vous allez le voir, C3PO, il a la cape de Batman, mais il est comme agenouillé comme une gargouille en haut du bâtiment. Il regarde Gotham City et puis t'as la projection dans les nuages du signe de l'Alliance Rebelle. Et le hashtag, c'était Caped Crusader, mais Caped, le A du mot Caped, C-A-P-E-D, c'était C3-P-E-D. Donc, il y a un petit jeu de mots dans la façon de l'épeler aussi. Évidemment, Snyder n'avait pas fini. Il a retweeté une autre image où est-ce qu'on voit un Stormtrooper se faire arrêter par la police de Gotham City en train de se faire mettre dans l'auto de police à côté de la Batmobile. Et c'est par la suite que JJ a ouvert l'artillerie lourde avec le vidéo du Faucon Millennium. Donc, c'était le petit duel. Je vais vous montrer les images dans la version rehaussée de Star Wars en direct, mais c'était intéressant à voir, puis on espère qu'ils vont continuer. Ils se relancent de plus en plus avec des trucs de plus en plus de qualité. Donc, peut-être que Zack Snyder va vouloir nous montrer un truc filmé avec Dawn of Justice, etc., des petits trucs de ce genre-là. Ils nous teasent de cette façon-là dans leurs films respectifs, donc on sait jamais. C'est une belle opération marketing aussi pour les deux films. Ils jouent avec ça, mais ça joue énormément aussi sur le marketing. Mm-hmm. Ils sont tellement proches, ces deux réalisateurs-là, que ça me surprendrait pas que
Zack Snyder soit approché dans le futur, ou peut-être c'est même déjà fait pour faire un des films spin-off ou une production quelconque dans le futur. Ça me surprendrait pas. Là. Oula, là, je suis moins sûr parce que vu son planning à Snyder avec non seulement la Batman, puis après il a deux films Justice League presque à la suite, je suis pas sûr que dans le proche futur, je m'y attende pas, mais peut-être peut-être encore plus loin dans futur éloigné. Voilà, exactement. Après, c'est sous comment dire. C'est si les films fonctionnent, hein, bien entendu, mais c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, on est quand même parti. Enfin, ils s'arrêteront sûrement pas à trois épisodes. Hein. Si on suit un studio comme Marvel, qui par exemple, lui a commencé avec Iron Man et qui est parti après sur toute une lignée de films, etc. C'est limite à se manger un épisode de Star Wars tous les ans, quoi. Hein. Mm-hmm. Donc l'un comme l'autre, c'est vrai que là-dessus, ça va bouger. Ils sont relativement jeunes en tant que tels, en tant que réalisateurs. Oui, c'est pas les plus jeunes, mais si on compare avec George Lucas ou ben le nom m'échappe, là, il a fait tous les films au monde. Là. Steven Spielberg. Spielberg, oui. Oui, Spielberg, pardon. Exactement, eux autres qui sont plus proches de leur retraite, même George Lucas a pris sa retraite. Mais en fait, c'est la nouvelle génération de réalisateurs là, qui est en place. Donc, par la suite, Henri, il y a eu des nouvelles informations par rapport à Clone Wars. Oula, oui, effectivement. Je t'ai pris par surprise un peu. Non, pas du tout, non. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Donc, effectivement, il y a quelques semaines sur la page, enfin, que ce soit à la fois sur le site officiel et sur la page YouTube de Star Wars, ils ont publié une petite vidéo qui s'appelle The Clone Wars Legacy, où ils sont revenus un petit peu justement sur l'héritage de la série Clone Wars, que même si elle a été annulée après ces fameuses 5 saisons et la 6e diffusée en ligne par Netflix, ils ont évidemment... La série va pouvoir continuer sous de nombreux formats, parce qu'ils avaient, comme ils s'attendaient pas à l'annulation, ils avaient prévu pas mal de scénarios, même des épisodes bien avancés, comme justement la saison 6 c'était des restes d'épisodes complètement terminés avant qu'ils soient annulés. Mm-hmm. Et donc on peut noter qu'ils ont donc sorti Darth Maul, Son of Dathomir chez l'éditeur Dark Horse de comics, qui est en fait une sorte de conclusion, enfin c'est pas vraiment une conclusion, mais c'est une suite aux arcs scénaristiques concernant justement le retour de Darth Maul au sein de l'univers Star Wars. Mm-hmm. Que l'année prochaine ils vont sortir un roman qui va se nommer Dark Disciple, qui va être écrit par Christy Golden, mettant en scène Quinlan Vos et Asajj Ventress. Et donc plus récemment, ce qu'ils ont diffusé juste après cette fameuse vidéo, c'est 4 épisodes en animatique sur le site officiel de Star Wars, qui sont A Death on Utapau, In Search of the Crystal, Crystal Crisis et The Big Bang. Donc c'était en fait 4 épisodes qui n'étaient pas complétés. Il y avait juste les voix et les fameuses animatiques provisoires. Mm-hmm. Donc il n'y avait pas l'animation, et c'était donc 4 épisodes qui forment l'arc Utapau, où on en apprend un peu plus justement sur la relation après le départ d'Ahsoka entre Anakin et Obi-Wan. Et donc c'était aussi 4 épisodes qui devaient faire partie donc de cette fameuse saison 6. Mm-hmm. Mais donc ils n'ont pas pu les sortir. Ensuite, on peut noter que la saison 6, qui se nomme aussi The Lost Missions, sortira enfin en Blu-ray et DVD pour le 11 novembre prochain aux USA. Mm-hmm. Donc, ces disques-là comprendront les fameux 13 épisodes diffusés sur Netflix. Et pour l'instant, on n'a pas encore de date pour la France, malheureusement. Mais je pense que ça devrait suivre quelques mois plus tard. Mais je pense qu'on devrait avoir des annonces d'ici là. Mm-hmm. Et donc aussi côté Clone Wars, côté Star Wars en direct Clone Wars, on en parlait déjà dans le retour de l'émission en début d'année, c'est que lors des pauses de Star Wars Rebels, qui est actuellement la série animée dont on a sorti donc déjà 2 émissions, on va un petit peu continuer les émissions justement The Clone Wars, parce qu'on a quand même quelques grands arcs scénaristiques dont on n'a pas encore pu parler, et donc on a pensé qu'au lieu de se focaliser à chaque fois sur de longues émissions sur chaque épisode, quelquefois qui était un petit peu long, inutile, où il se passait pas grand chose, on voulait peut-être se concentrer sur les grands
arcs scénaristiques qui nous manquent, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne Savage Opress, l'arc de Mortis, qui sont les deux arcs présents dans la saison 3. Il y aura l'arc Umbara et son Jedi dissident dans la saison 4. Il y aura donc les deux arcs scénaristiques de Darth Maul qui sont à la fois la fin de la saison 4 et l'arc de la saison 5. La fin de la saison 5 avec toute l'histoire autour de Ahsoka et de... Je me trompe toujours, c'est Luminara Unduli ou Barry Sophie. Je me trompe à chaque fois. C'est Barry Sophie. Voilà, merci. L'arc Yoda, évidemment, qui est très important de la saison 6. Et ces fameux 4 épisodes en animatique qui devaient faire partie de cette fameuse dernière saison. Donc, voilà. C'est ça qui est intéressant. Même le Crystal Crisis, on nous te parle, en fait, les nouvelles cinématiques, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois dans les conversations et dans l'histoire que Ahsoka est manquante en tant que telle. Voilà. En fait, dans la saison 6, elle n'est pas là, mais il n'y en a pas vraiment mention. Exactement. Tandis que là, dans les certaines scènes qu'ils ont montrées, je ne l'ai pas écouté encore, donc je ne peux pas vous donner en détail le contenu de l'histoire, mais je sais qu'il y a des conversations entre Anakin et puis Obi-Wan très profondes, puis par rapport à Ahsoka, donc on voit qu'Anakin commence à Ahsoka lui manque en fait. C'est quand même pas... Tu dis qu'elles sont très présentes, j'ai pas trouvé que c'était très très présent. Ils en parlent effectivement, mais c'est pas évidemment le grand intérêt de l'histoire. Non, bien sûr. Mais en tout cas, oui, pardon, excuse-moi. Mais je me demandais si tu les avais écoutés, toi. Oui, je les ai écoutés. C'était sympathique et effectivement, même si c'est en animatique, on est quand même pris dans l'histoire parce qu'il y a évidemment les paroles et tout ça. Donc après, les images, c'est autre chose. Mais après avoir vu 5 ans de The Clone Wars, on peut facilement après imaginer à quoi ça aurait pu ressembler le produit final. Donc ça se regarde finalement très facilement. J'avais un peu peur avant de les regarder. Je me suis dit, juste des épisodes animatiques, je sens que je vais pas accrocher tout ça. Puis finalement, on est pris par l'histoire et donc j'ai bien aimé. Donc j'ai quand même hâte d'en parler quand on aura le temps dans Star Wars en direct. Et toi, Jeff, est-ce que tu as eu l'occasion de voir ces 4 épisodes supplémentaires? Ceux de Clone Wars, non, moi j'ai pas du tout suivi. D'accord. Et toi, Hervé? Non, j'ai pas encore vu la saison 6. Je me suis arrêté à la saison 5 et j'attends de voir, ouais. D'accord. J'attends de voir, mais c'est vrai que les animatiques en général, c'est déjà bien poussé en animation, donc ça peut être, comme dit Henri, ça peut être visible, regardable, et on peut rentrer dedans aisément, j'imagine bien. Excellent. En fait, moi je trouve que c'est une bonne idée d'offrir les épisodes de Clone Wars qui n'ont pas été diffusés dans leur format prévu, soit en BD, en roman ou même comme présentement en prévisualisation en fait, le genre de cinématique comme on a. Donc, puis au lieu de tabletter carrément les épisodes, ils nous les offrent parce qu'ils considèrent que c'est important pour le canon. Donc, je crois même qu'ils vont considérer les épisodes en animatique dans le canon officiel. Donc, sûrement, oui. Ça va être intéressant d'obtenir l'histoire puis d'en parler à l'émission. Je sais pas exactement quand est-ce qu'on va le faire, mais vous allez avoir un épisode éventuellement là-dessus. On va peut-être vous avertir d'avance pour que vous écoutiez les épisodes pour pouvoir être à jour lorsqu'on va en parler. Ensuite, il y a eu, en fait, la série Star Wars Rebels a débuté depuis la dernière émission Star Wars en direct régulière. Donc, Henri, qu'est-ce qui est revenu par rapport à ça depuis la dernière émission Star Wars en direct 94? Donc, effectivement, depuis la dernière émission, plusieurs épisodes ont été diffusés, dont l'épisode pilote dont nous parlons justement dans la première émission de Star Wars Rebels de Star Wars en direct. Donc, on peut noter que Spark of Rebellion, qui est donc l'épisode pilote, a été diffusé le 3 octobre dernier sur Disney Channel, avant que la série régulière passe sur Disney XD. Donc au total, on peut noter que 6,5 millions de téléspectateurs à travers le monde ont regardé ce premier épisode, dont 2,7 sur Disney Channel, en Amérique, si je ne me trompe pas. Et donc on peut déjà noter que la série est déjà devenue la plus regardée de l'histoire de la chaîne Disney XD. Ce qui n'est pas rien. Donc c'est sûr que comme
c'est sûr que ce n'est pas on pouvait pas s'attendre à des audiences telles que sur Cartoon Network parce que je crois que Disney XD est peut-être une chaîne, tu vas peut-être me le confirmer, Dany, est-ce que c'est pas une chaîne du câble où il faut payer un abonnement supplémentaire, non? Oui, c'est une chaîne, ouais. Oui, exactement. C'est une chaîne très, très peu consultée. Personnellement, je vois pas pourquoi ils ont été sur cette chaîne-là. C'est ridicule. Ils n'auront jamais l'auditoire qu'ils veulent pour réussir à conserver soit les commanditaires ou peu importe pour poursuivre l'émission enfin. Bah, apparemment, les gens ont appris l'existence de cette chaîne, vu que ça a été, comme je le disais il y a quelques instants, le début le plus réussi d'une série de l'histoire de la chaîne, donc c'est ce qui n'est pas rien. Ouais, la chaîne Disney régulière est beaucoup plus connue, mais Disney XD, c'est profond, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent ça. C'est ça qui est dommage. Ouais. Enfin. Et donc, on peut noter, avant de passer au reste, c'est que le DVD de cet épisode pilote est déjà disponible à la vente. Pour ceux qui l'auraient raté à la télévision, donc on voit que Disney n'a pas perdu de temps. Donc, ce DVD est donc disponible en France, aux USA et même au Canada. Je sais pas. Mais moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, j'attendrais plutôt l'intégralité de la première saison en Blu-ray, parce qu'on sait très bien qu'ils ont fait un peu ça déjà à l'époque de The Clone Wars, c'est sortir presque épisode par épisode en DVD avant de sortir la saison complète à la fois en DVD et en Blu-ray. Donc, je sais être patient maintenant. J'attendrai la. Je dis ça maintenant et peut-être que dans 6 mois, je vais peut-être trouver le DVD à 2 € dans un magasin d'occasion et je m'empêcherai pas de l'acheter. Moi, personnellement, juste si je peux prendre 30 secondes pour donner mes commentaires sur Spark of Rebellion parce que j'ai pas pu participer à l'émission Star Wars en direct Rebels. Peut-être que Jeff et Hervé aussi ont quelques commentaires rapides à donner. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent comme émission pilote. Oui, c'est un bombardement nostalgique. Donc, la trame sonore de John Williams mur à mur, à l'exception peut-être du thème d'Ezra. Il y a plein de références. Le bloc de détention AA-33, la scène d'ouverture avec le Star Destroyer qui passe au-dessus, la poursuite de Speeder qui est clairement un clin d'œil à Endor dans Return of the Jedi. Il y a même un plan de caméra qui m'a rappelé le même mouvement de caméra que la bataille du Millennium Falcon dans A New Hope. C'est fou, le même Zeb qui rentre dans le vaisseau, qui est comme prisonnier comme Chewbacca quand il arrive dans le bloc de détention, puis bien sûr, le cri de Willem quand Calus bute le Stormtrooper. Donc, il y a plein d'éléments qui connectent pour le fan, le grand fan de Star Wars. Toutes des choses que le petit enfant a aucune idée. Là. Vraiment, c'est vraiment pour attirer plus l'adulte et le fan fini de Star Wars. Mais vraiment, oui, la scène du dévoilement du Jedi est incroyable, mais la scène qui me touchait plus particulièrement, c'est comme le message d'Obi-Wan en hologramme, puis on passe de personnage à personnage, ils sont chacun dans leur... Hera est dans le cockpit, Sabine est dans sa chambre, etc. Bon, le message qu'Obi-Wan dit dans l'hologramme, puis on saute de scène en scène, c'était très émouvant comme petite scène à la fin de l'émission, mais en gros, je vais suivre la série, ils m'ont accroché dès l'émission pilote personnellement. Ah oui, totalement. Ça, je m'y attendais pas, comme je le disais dans l'émission. Je m'attendais vraiment à une redite un peu de The Clone Wars et j'ai été vraiment très très surpris par l'épisode. Ça m'a énormément plu. On n'en reviendra pas, pas en détail vu qu'on en a pas. On en parle. Les gens n'ont qu'à écouter Star Wars en direct. Petite pub supplémentaire. Et toi, Jeff? Oh, moi, j'ai adoré. J'avais été très 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 déçu par Clone Wars. J'avais tenu une saison et demie et je me suis dit plus jamais je regarde ça. Ça m'avait très fortement déplu. Et je suis arrivé sur Rebels avec un œil un peu, enfin, déjà en préjugeant le truc alors que je l'avais pas vu, je me suis dit ça va être nul, etc. Je vais pas aimer. Et je suis tombé sur ça. Écoute, j'ai surkiffé. C'est un mélange très intelligent entre Firefly,
et Star Wars dans sa grande globalité, bien tourné pour les enfants. Donc on sent qu'il n'y a pas un seul moment où le spectateur il est laissé en plan sur des moments où ça parle un peu plus. C'est tout le temps en train de bouger, c'est tout le temps plein d'action. J'ai adoré. Je valide, je double et triple valide. Et toi, Hervé? Ah bah je vais pas changer d'avis par rapport à vous trois. J'ai adoré également. Moi en plus je prends un certain plaisir parce que à regarder chaque image, chaque plan, parce que au niveau des personnages, il y a plein de références au design de Ralph McQuarrie. On a des scènes, on a des personnages. Alors un peu plus dans l'épisode 2 dont le nom d'épisode m'échappe, où on voit très clairement dans le vaisseau qui permettent d'aller sur notre planète, où on voit clairement un robot qui ressemble complètement au design de Ralph McQuarrie que Ralph McQuarrie avait fait pour C3PO au départ. En plus, à un moment, il y a un personnage qui passe et qui est clairement le même design que le personnage de Luke Skywalker dans les premières versions du scénario. Donc, il joue beaucoup avec ça. Et je me régale à voir ces petits détails-là. En plus de l'histoire générale qui est pleine d'action, qui est pleine de références, qui est pleine. Enfin, c'est vraiment et surtout la situation où se trouve cette série, enfin ce placement dans l'univers. Puisqu'on est après l'épisode 3 et donc on voit des choses, on découvre des choses et ça fait un peu plus le lien entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et donc c'est un vrai plaisir. Moi je prends beaucoup de plaisir à regarder cette série. C'est sûr qu'il faut noter que l'influence de Ralph McQuarrie, je pense qu'elle sera éternelle. Hein. On sait très bien qu'ils vont l'utiliser pour l'épisode 7, ils l'utilisent pour les séries. Je pense que je sais pas quelle est la tonne de dessins qu'il a pu faire, mais un jour je pense qu'ils pourront plus. Mais je sais pas, tant qu'ils auront encore du matériel mis de côté, je pense qu'ils s'en serviront. Hein. Mais là aussi, je voulais aussi rajouter rapidement encore à propos de Rebels. Je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui apprécie mieux, parce que maintenant je sais que c'est séparé de l'univers étendu. Okay. Je pense que pendant très longtemps, j'avais du mal avec The Clone Wars parce que justement, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ce n'était plus très bien rattaché à l'univers étendu qu'on connaissait. Donc il y avait des trucs qui n'étaient plus raccords et tout ça. Et donc je pense qu'à l'époque, j'aimais moins The Clone Wars à cause de ça. Donc c'est pour ça d'un côté, j'ai hâte qu'on s'y remette dans quelques temps via Star Wars en direct pour me permettre de revoir certains épisodes, parce que je pense que maintenant que je sais que ça fait partie d'une continuité à part, je pense que j'aurai cette fois-ci un œil nouveau sur ces anciens épisodes. Henri, ça fait à peine 2 semaines que Spark of Rebellion est sorti, qu'il y a maintenant déjà une édition spéciale. Peux-tu nous en parler? Oui, effectivement. Enfin, je crois qu'on l'a même appris même 2 jours après la diffusion d'origine. C'est qu'en fait que le 26 octobre prochain, donc c'est aujourd'hui, enfin à la date de l'enregistrement de l'émission, donc elle sera déjà diffusée au moment où vous nous écouterez, chers auditeurs. Donc c'est effectivement ce dimanche-là, 26 octobre, sera rediffusé sur la chaîne ABC. Cet épisode donc pilote Spark of Rebellion avec une scène supplémentaire avec l'apparition de Dark Vador doublé par James Earl Jones, qui est très très connu des fans de Star Wars, qui avait donc doublé Dark Vador principalement dans la trilogie originale et même un petit peu dans l'épisode 3. Donc ça sera une scène supplémentaire entre Dark Vador et l'Inquisiteur qu'on voit brièvement dans ce premier épisode. Moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent choix de chaîne. Au lieu de Disney XD, justement, ABC, c'est une des 4 chaînes principales aux États-Unis. C'est ABC, NBC, CBS et Fox. C'est comme au Canada, ça serait l'équivalent de Radio-Canada en français ou CBC en anglais. Puis en France, ça doit être France 1, votre chaîne nationale? Ou je sais TF1, pas. Ouais. TF1, oui. Bon. C'est comme si ça jouerait sur TF1. Donc, l'auditoire est massif. Je veux dire, c'est la chaîne nationale, donc il n'y a pas vraiment de limite. Tout le monde peut écouter ça sans être abonné au câble nécessairement.
Et puis, la plage horaire qu'ils ont choisie, moi je l'ai programmée sur mon enregistreur, c'est juste avant l'émission très populaire à ABC, Once Upon a Time. Donc, ah oui, le truc sur les princesses Disney, etc. Exactement, donc sauf qu'il se passe dans la réalité d'aujourd'hui. Donc, ils ont vraiment relié un peu l'auditoire. Oui, il y a beaucoup d'adultes qui écoutent Once Upon a Time parce que c'est plus adulte, mais ça reste connecté avec les éléments classiques de Disney. Donc, tu places ça immédiatement avant Once Upon a Time. Si Star Wars Rebels n'était pas connu jusqu'à présent, après ce soir, ça va être... Je crois que beaucoup de monde vont essayer de trouver... S'ils peuvent pas s'abonner à Disney XD, du moins, ils vont l'acheter sur iTunes ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être un gros tremplin. Puis oui, je comprends qu'ils utilisent Vader pour faire un lien parce que pour le public qui sont non fans comme nous, oui, qui aiment Star Wars de façon générale, mais sont pas nécessairement fans comme nous, avoir un personnage connu de la trilogie originale va les allumer carrément et dire « Ah, ok, d'ailleurs, ce Vader parle à un inquisiteur, donc il va être le méchant. » Et puis, ils définissent clairement qui sont les bons et les méchants. Si les gens connaissent pas très bien Star Wars, ils connaissent très bien Vader en tant que l'ultime ennemi, l'ultime méchant de tous les temps, là. Donc, ça va leur donner une référence. Une référence, exactement. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, côté marketing du moins, parce que l'autre côté du marketing que j'aime moins, c'est que j'ai déjà acheté Spark of Rebellion. Et puis j'ai pas cette scène. Et ça me fait chier. Moi, de toute façon, je pense que la scène sera uniquement présente dans peut-être la version DVD ou Blu-ray de la saison complète. Je pense pas. Ça m'étonnerait qu'ils ressortent l'épisode pilote uniquement avec cette scène supplémentaire. Donc, je pense que pendant longtemps. Oui, mais moi, j'avais pas l'intention d'acheter le Blu-ray, là. Étant donné que je les achetais digital sur iTunes. Donc, je l'ai pas cette scène, donc ça me fait chier. Tu comprends un peu, là. D'accord. Ils se servent un peu des fans finis qui achètent tout, puis on va vous sortir une édition spéciale. Ouais, j'aurais dû m'y attendre, c'est Star Wars, il y a des éditions spéciales de tout, là. Enfin. On n'empêche, c'était logique qu'ils diffusent ça sur ABC, parce que ABC appartient aussi à Disney. Ouais. Donc c'était la chaîne logique pour la rediffusion de l'épisode pilote. Ouais. Mais là, d'ailleurs, on peut noter, c'est marrant, comme tu le dis, qu'ils le diffusent juste avant Once Upon a Time. Bon, déjà, je trouve que ça, quand même un peu étrange qu'ils diffusent. Je crois que ça peut me tromper, mais je pense que c'est la première fois que la chaîne ABC diffuse quelque chose un dessin animé. Je peux me tromper, hein, parce que la chaîne est tellement vieille. Ouais, t'as probablement raison. C'est pas leur genre du tout. Voilà. Ouais. Et le seul truc qu'on peut noter, ce qui est amusant, c'est que justement, ils avaient fait pendant une saison une série spin-off justement à Once Upon a Time, qui était Once Upon a Time in Wonderland. Et dans cette série-là, ils avaient fait une petite allusion à Star Wars en parlant du Sarlacc rapidement, qui apparaissait. Enfin, qui apparaissait pas, mais ils le mentionnaient. Donc c'était un petit clin d'œil déjà à l'époque. Ah, je savais même pas qu'il avait fait un spin-off de Once Upon a Time. Déjà, mais en fait, ceux qui le savent pas, ABC est propriété de Disney, donc c'est leur chaîne principale pour diffuser leurs émissions de séries live, en fait. Je sais pas si vous avez des commentaires, Jeff Hervé, par rapport à ça. C'est toujours bien qu'ils rajoutent des programmes à leur grille, et je parlais tout à l'heure d'une sorte de rumeur que j'avais vue, comme quoi les audiences de Rebels étaient moins grandes que celles de Clone Wars, mais du coup tu as répondu à ma question, Henri, quand tu m'as dit que c'était une chaîne du câble par rapport à une chaîne gratuite, donc voilà, maintenant j'ai la réponse à tout ça. Mais vu comme le public a aimé, je pense que ça va faire un sacré carton, puis surtout que c'est pas trop... C'est pour les jeunes, mais pas non plus pour les enfants, Rebels. Donc il y a quand même une... c'est pour tout le monde, si tu veux. Mais voilà, c'est pas orienté que pour les enfants. Donc il y a des chances que ça séduise énormément de monde, en tout cas. Mm-hmm. Je pense qu'on en fera sûrement une petite mention dans la prochaine émission de Star Wars en direct, à la fois de cette version cette scène supplémentaire. On en fera une petite mention, puis je pense qu'on fera une petite note des audiences. Mm-hmm.
En fait, je suis bien content aussi que James Earl Jones fasse la voix, malgré que ça nous confirme que Vader sera pas là très très souvent, parce que t'engages pas James Earl Jones pour... malgré qu'il peut faire plusieurs enregistrements dans une journée pour toute la série, pour toute une saison, mais ça me dit qu'on verra pas Vader souvent. C'est ce qu'on pouvait imaginer aussi avec cette série-là. Vader était là juste pour mettre de l'anticipation. On va voir Vader. Et à la fin de la saison, ils nous le mettent. Mais là, ils nous le mettent dans le premier épisode. Pour attraper des nouveaux auditeurs. Je pense que c'est un peu comme certaines séries où ils font apparaître un personnage très important d'un autre épisode, juste pour que ce soit des séries spin-off de certaines autres séries. Ils font toujours apparaître un personnage important pour lancer la nouvelle histoire. C'est un peu ça. Ils mettent Dark Vador pour attirer les fans de Star Wars. Puis après, comme ça permet de faire connaissance des nouveaux personnages et d'enchaîner avec eux. De toute façon, s'il y a des arcs narratifs avec des Jedi, on va forcément voir débarquer Vader. Donc même si c'est dans une réalité alternative, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus une storyline ou un arc narratif qui se passe dans un autre moment. Il est quand même supposé avoir traqué les Jedi et les éteindre, et les avoir pratiquement tous décimés, quoi. Donc il y a des chances pour qu'on le revoie. Mais normalement, son rôle est quand même pris par l'Inquisiteur dans cette série. C'est normalement le rôle de l'Inquisiteur dans la série, c'est vraiment de traquer cette fameuse bande de rebelles. Donc je m'attends pas non plus à voir tellement Dark Vador. Peut-être quelques petites apparitions, mais vraiment une présence vraiment à l'écran, pour l'instant j'y crois pas trop, sincèrement. D'accord. Ouais, donc on peut noter côté des épisodes là depuis notre première émission, encore une fois de Star Wars en direct édition Rebels, il y a eu 3 épisodes qui ont été diffusés. Enfin, au moment où vous écouterez cette émission, il y en aura un troisième. Il y en a eu 2 diffusés, puis un troisième qui l'aura été. Alors, il y aura l'épisode numéro 2, qui s'appelle Droids in Distress, qui a été diffusé le 13 octobre dernier. Alors, le petit synopsis, c'est qu'alors que les rebelles interceptent une cargaison d'armes impériales, ils se retrouvent alors coincés avec 2 droïdes bien connus. Donc là, comme vous avez pu voir peut-être dans les petits trailers, on va retrouver, attention, petit spoiler, R2D2 et C3PO, leur apparition maintenant qu'ils appartiennent à la rébellion, enfin au début de la rébellion du côté de Organa, on va dire. Oui. Ensuite, il y a l'épisode 3 qui s'appelle Fight or Flight. Là, c'est un épisode avec Zeb et Ezra. Alors qu'ils se trouvent en quête de provisions, les 2 compagnons se retrouvent à devoir affronter les troupes de l'Empire. Donc là, c'est un petit épisode sympathique qui je pense qu'il y aura encore, comme d'habitude, comme dans The Clone Wars, quelques épisodes comme ça qui auront des influences, une influence moindre sur l'histoire globale. Et donc le dernier, qui sera diffusé le 27 octobre prochain, donc lundi, demain, par rapport à notre enregistrement d'émission, qui s'appelle Rise of the Old Masters. Et donc cette fois-ci, la petite équipe, embarquée dans une mission de sauvetage, va devoir faire face à un puissant ennemi. Donc là, on va pas trop en dire parce que ça sera apparemment un épisode plus important pour l'histoire. Donc j'ai hâte de voir tout ça. D'ailleurs... moi j'ai juste écouté Spark of Rebellion jusqu'à présent. Moi j'ai vu les 4, ils sont très bien. J'en ai vu que 3 pour l'instant. Il faudrait sortir une petite étampe approuvée. C'est même plus approuvé, c'est du fanboy, tu sais. T'es même plus dans les limites de l'État, etc. et des sabres laser, t'es là, ouh, c'est trop bien. Tu réfléchis même plus, quoi, t'as le cerveau sur off. Voilà. Donc on peut aussi noter que lors de la Comic-Con de New York, ils ont pu diffuser un petit clip extrait d'un futur épisode. Si je me trompe pas, ils n'ont pas annoncé auquel ça appartenait. Donc dans cet épisode, c'est les 3 personnages, Ezra, Sabine et Hera, qui se retrouvent dans une navette essayant d'échapper des chasseurs-T. Donc évidemment, à un moment, Ezra demande même à Hera de lui apprendre à piloter, mais évidemment, la situation ne le permet pas vraiment. Donc c'est un petit extrait d'une minute, 1 minute et demie, je crois, qui n'a aucune influence. On ne sait pas très bien ce qui se passe à part cette petit extrait qui en montre encore une fois un peu plus sur la relation entre les personnages et Ezra qui essaye encore je pense de trouver sa place parmi cette petite bande qui se connaît depuis pas mal de temps.
Est-ce qu'on sait si c'est une scène qui vient d'un épisode ou c'est tout simplement un petit clip supplémentaire, un peu comme... Ah oui, c'est confirmé, ça sera un clip d'un futur épisode. OK. Mais on ne sait pas encore lequel. Donc effectivement, on peut aussi noter pour les intéressés que donc Star Wars en direct a donc 2 émissions Rebels déjà de paru. Donc on avait fait une émission, enfin même 3, je me trompe. Non, excusez-moi. Non. Bien 2. Il y en a bien 2. Je me suis trompé. Il y en a bien 2. Donc on a fait l'émission 0 donc on a fait une longue introduction à la série. On a pu parler un peu des personnages, de ce qu'on savait d'eux avant la diffusion de ce fameux épisode pilote et des fameux aussi 4 courts-métrages qui avaient été diffusés en ligne, qui eux ne sont pas présents qui ne seront pas présentés dans la série. Puis ensuite, Star Wars en direct Rebels 1 qui est disponible depuis quelques jours maintenant, qui est donc nos commentaires sur le Spark of Rebellion. Et vous pouvez attendre dans quelques temps, dans quelques semaines, dans 2 semaines, disons, la 2e émission. On parlera donc des 4 premiers épisodes tels quels de la série, après la diffusion de l'épisode 5, qui s'appelle Breaking Ranks, qui sera diffusé donc le 3 novembre prochain. Merci Henri. Jeff, il y a eu plein de trucs par rapport aux jeux vidéo, des choses qui sont parues sur Internet par rapport aux jeux vidéo Star Wars, vu que c'est un peu plus ton expertise. C'est mon domaine. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toutes les fuites et trucs qui sont apparus sur Internet? Je pense que tu as dit le mot. Il y a eu de la fuite ces derniers temps. On a vu apparaître en fait des trailers ou des bouts de gameplay de jeux qui étaient prévus pour leur sortie. On a eu tout d'abord la vision de trailer et une autre vidéo de combat du jeu qui était prévu sur Wii, qui s'appelle Rogue Squadron, qui présentait en fait 3 types de jeux dans l'univers de Star Wars. Donc du rail shooting où vous avez un petit peu à la Afterburner, vous avez votre avion vu de derrière et vous devez shooter tous les chasseurs qui se présentent devant vous. Du sword fighting, donc du sabre laser avec la Wiimote, où là sur la Wii vous utilisez vos bras pour parer les coups ou faire des lancers de force avec le nunchuk, ou encore d'autres types de jeux comme ça, donc des jeux qui utilisaient en fait le système de la Wii, le Wii Motion, donc tout ce qui est sur ces principes-là de pouvoir bouger et de pouvoir interagir directement avec le jeu. Et voilà, c'était des bonnes idées en général, puisque en fait le module de combat au sabre laser reprenait exactement ce que vous avez sur Wii U Sport. Si vous avez sur Wii U Sport avec les combats de kendo avec des sabres en bois, là c'était exactement pareil pour du Star Wars, et puis des poussées de force avec le nunchuk, etc. Donc des petits trailers alléchants. Malheureusement les jeux ont été annulés puisque la maison de développement Factor 5 a annulé ce projet-là. Je pense qu'on aurait préféré ça au honteux Star Wars Kinect qui était sorti. Et quand je dis honteux, c'est bien honteux parce qu'il y avait des sabres laser et des combats, etc. Mais il y avait aussi des épisodes de danse avec l'empereur qui dansait avec ses Stormtroopers. À ce moment-là, je pense avoir vomi. J'ai pas vu ça. Alors, cherchez Star Wars Kinect sur YouTube. Moi, j'avais été invité à une présentation presse à l'époque où je faisais Cantina News à voir ce truc-là. Je suis allé regarder, j'ai regardé même le responsable presse était dépité de présenter un truc comme ça. Enfin bref, c'était Vous voulez tout dire. Donc voilà, je sais pas si vous les avez vus du coup ces trailers-là, mais est-ce que ça vous aurait tenté de faire du combat au sabre laser avec votre Wiimote, avec vos gamins? Ben moi oui, écoute, c'est la seule console que j'ai, la Wii. Donc c'est ça. Ben d'un, je trouve ça étrange qu'ils ont cancellé ce jeu-là quand présentement la promotion de tout ce qui est jeu ou tout ce qui est roman, BD, c'est tout par rapport à la trilogie originale pour promouvoir l'épisode 7. Donc pourquoi canceller un jeu qui a l'air clairement épisode 7 qui a la trilogie classique pour promouvoir l'épisode 7. Donc de un, je trouve ça étrange qu'il ait cancellé ça.
probablement qu'il y avait un lien commercial. Déjà, enfin, bon, après, les jeux vidéo sont vraiment une industrie très spécifique où il y a souvent des projets qui tombent à l'eau pendant le développement pendant le développement, puisque l'avancée du jeu est vraiment mesurée à certains points. Il y a de nombreuses étapes qu'il y a peut-être un peu moins dans le cinéma. Après, je pense aussi que c'est justement parce que le théâtre d'opération entre guillemets de ces jeux-là étaient les anciens épisodes, donc les épisodes 4, 5, 6, et le positionnement aussi de la console, parce que mettre un jeu sur Wii, c'est forcément rendre disponible à un public un peu plus jeune un jeu Star Wars, mais qui par son âge, ne va pas forcément connaître ces films-là. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle ce jeu-là a été annulé. Mais c'est bien dommage. Enfin, c'est bien dommage d'avoir annulé ce genre de jeu pour nous mettre Star Wars Kinect derrière, parce que moi, je m'en suis pas. Autre chose à dire sur ce petit trailer-là de Rogue Squadron? C'est difficile pour moi qui n'ai pas... J'ai juste une PlayStation 3 et 4, donc effectivement, la Wii, ça n'a jamais été mon genre, donc effectivement, j'ai même pas regardé, j'avouerai que j'ai même pas avoir regardé la bande-annonce. Je vais parler de quelque chose qui sera plus dans l'univers des Star Wars, des PlayStation 3 et des Xbox 360, plutôt dans ces eaux-là, puisqu'on a eu un extrait de l'alpha de Battlefront 3. Donc, Battlefront, c'est une série de jeux vidéo qui reprenait un petit peu le principe de Battlefield, qui est un jeu où vous pouvez simuler en first person, donc en vue à la première personne, un tireur, donc un stormtrooper ou un chasseur de primes avec un jetpack, donc où on voit clairement l'arme. On pouvait aussi jouer des Jedi en vue de troisième personne et rentrer dans des véhicules. Donc ça permettait d'avoir une vue d'ensemble d'un combat dans Star Wars, d'un affrontement dans Star Wars, sous de nombreux aspects, puisqu'il y avait même aussi des passages dans l'espace où on se tirait dessus avec des vaisseaux. Donc, il y a 2 épisodes de Star Wars Battlefront qui sont sortis, le 1 et le 2, et le 3 était sur les rails, mais a été annulé lui aussi. C'était la boîte Free Radical qui était chargée de ce développement-là, et on a eu droit à 30 minutes de gameplay qui ont leaké sur Internet. Donc, c'est le site IGN qui nous a permis de voir ces trucs-là. Bon, la série des Battlefront était pas mauvaise, mais elle était assez controversée parce qu'elle souffrait d'énormément de bugs et de finition. La série était pas mauvaise, les idées étaient très bonnes, mais ça manquait un petit peu de peaufinage et au final, ça donnait un résultat plutôt bancal à cause de ça. Donc, est-ce que vous avez déjà joué à Battlefront ou jamais personne n'a Oui, moi, seulement la première version. Donc, j'aimais bien parce que, oui, j'avais pas de console en tant que telle dans le temps, donc je jouais sur PC. Et on avait, à Montréal, on avait une espèce de club pas loin de chez nous où est-ce qu'on faisait des jeux en réseau. Donc, on se retrouvait peut-être, on pouvait être jusqu'à 20 ensemble. Puis, avec des tables rondes, on se faisait tous face. Puis, on jouait un contre l'autre live. Donc, c'était pas à distance, chacun chez soi, mais on était tous live, un à côté de l'autre pendant que... C'était un LAN party, dans le fond, qu'on faisait. Ouais, donc, c'était vraiment intéressant dans ce sens-là parce qu'on voyait la réaction des autres et on se faisait du fun sans être éloignés. On était tous dans le même endroit. Donc, j'ai des bons souvenirs de ce première version-là. Moi, je suis un gros fan de cette série. Je sais pas, j'ai passé des heures et des heures dessus. J'adorais vraiment le gameplay. Alors effectivement, comme tu dis, Jeff, ça manquait de précision et de finition parfois, où on voyait à travers sur les vêtements ou des modèles, on voyait. C'était pas complètement fini, ça c'est clair. Mais par contre, au niveau du gameplay, c'était super fun. Ouais, et j'attendais la version 3, Battlefront 3, en me disant ça va déchirer. Sauf qu'effectivement, ça a été annulé entre-temps, mais bon. Pour moi, c'était un excellent jeu. Peut-être le dernier jeu Star Wars sur lequel j'ai joué. En fait, oui, il y avait ça, et puis aussi le fait que le jeu était très inégal, dans le sens où c'était un jeu d'affrontement à classe, comme le propose la série des Battlefield, par exemple, avec une classe de soigneurs, non pas de soigneurs, une classe avec un jetpack, mais un armement plus léger, une classe un peu plus lourde, avec des armes lourdes pour pouvoir affronter des véhicules, et du coup, c'était pas très équilibré. Dans un jeu d'affrontement, si on équilibre mal son personnage, c'est plus difficile. Et je pensais aussi que les scènes de chasse spatiale manquaient aussi d'intérêt.
Ouais, Non, ouais. Voilà, c'était vraiment cette partie-là qui me chagrinait, mais autrement, vraiment, j'ai passé des heures là-dessus. Ouais. Il y a des bons souvenirs là-dessus, c'est clair. Moi, par contre, moi de mon côté, j'ai pas eu l'occasion de jouer au Battlefront, mais c'est sûr que, comme tu parles de Battlefield, je suis un grand fan de Battlefield depuis le numéro 3 où j'ai commencé à y jouer. Maintenant, j'ai joué à Battlefield 3 pendant des années en ligne, puis maintenant le Battlefield 4 aussi pareil. Et c'est vrai que je pense que Battlefront 3 est effectivement remplacé. Je pense qu'il sera remplacé par comme c'est EA qui va faire, qui fait Battlefield, c'est eux aussi qui font le nouveau Battlefront. Donc je pense qu'il y a des chances que le Battlefront qui devrait sortir en fin d'année prochaine, justement, probablement le même mois, justement en décembre que l'épisode 7, je pense qu'il y a des chances qu'ils vont se ressembler justement aussi à Battlefront 3. Ouais, tout à Des fait. chances. Moi, de mon côté, le dernier jeu Star Wars auquel j'ai vraiment beaucoup joué, ça date de Jedi Knight 2. Donc, D'accord. c'est vieux, tout ça. Oui. C'est pas tout de suite, oui, en effet. Ben, en tout cas, oui, comme tu le disais, il y a un reboot de cette franchise-là qui a été fait. Donc, c'est EA, ce coup-ci, qui n'était que éditeur sur les premiers Battlefront, mais qui là va se charger du tout, en fait. Qui va sûrement pouvoir profiter de son expérience sur Battlefield, qui est la licence de jeu qu'on oppose souvent à Call of Duty, qui est la plus gros, enfin le jeu vidéo d'action le plus vendu sur console. Donc on a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cet univers, et on a hâte de voir ce qu'on pourra jouer maintenant qu'on a. On va dire que les technologies du online sont beaucoup plus évoluées qu'à l'époque où Battlefront 1 et 2 sont sortis. Ça donne l'idée de nombreux affrontements en masse. Et j'avoue que ça m'intéresse plutôt. J'ai hâte que ça sorte. Imaginez des parties entre 64 joueurs sur une planète de Star Wars. Ah, j'ai presque une petite érection. Hein, attention. Je vais vous parler aussi de Star Wars Battle Pod, qui est une borne d'arcade un petit peu spécifique. En ce moment, dans le jeu vidéo, c'est un peu la mode au gameplay intégré. Hein. On a toute la mode à propos de l'Oculus Rift, donc c'est une lunette de 3D qu'on se met sur les yeux. Et les bornes d'arcade, apparemment, suivent le même principe, puisque Namco Bandai a sorti une nouvelle version d'une borne d'arcade qui s'appelle Star Wars Battle Pod, qui est en deux mots, c'est une capsule dans laquelle vous rentrez et dans laquelle vous pouvez piloter un vaisseau, en fait. Donc c'est très immersif, ça vous permet de rejouer les meilleurs combats spatiaux de la saga, l'explosion de l'étoile noire, ou encore dans l'épisode 6, donc l'explosion de la deuxième étoile noire. C'est l'étoile de la mort, la seconde. Je me mélange au niveau des noms. Voilà, c'est la VF qui a changé, mais sinon c'est vrai qu'en VO ça a été c'est étoile noire les deux. Oui. D'accord. Bon bah alors du coup vous pouvez jouer, vous pouvez exploser soit la une soit la deux, comme ça pas de jaloux, on fait péter les deux. Et ça se retrouve sous forme d'un espèce de demi-cercle, donc un écran. Les Américains sont très fans de ça, ils en ont même dans les salles IMAX. Non, dans tout ce qui est genre Universal Studios, les parcs d'attractions, voilà, où ils projettent des trucs comme ça. Ils ont ça avec les Simpsons et compagnie. Donc ils projettent sur un demi-cercle concave l'image du combat, et ce qui fait que votre champ de vision est vraiment rempli par le combat. Donc on est vraiment très immergé dans ce truc-là. Il y a 2 vidéos qui ont été linkées d'un event qui s'est passé à New York, où on peut voir 2 personnes y jouer, qui sont assez sympas. Donc voilà, c'est Star Wars Battle Pod. Vous avez vu les vidéos, ça vous plairait de voir quelque chose comme ça en France? Moi, ça me tente plutôt, en tout cas. Oui, ça m'intéresse de l'essayer tout de moins. L'immersion, ça m'intéresse dans ce sens-là. Mais je me pose quand même la question sur la mise en marché d'un produit comme ça, parce que je sais pas en France, mais en Amérique, les salles d'arcade où est-ce qu'on regroupe ce genre de trucs-là n'existent plus vraiment. Il y a encore quelques salles de cinéma qui en ont, des arcades, et puis certains parcs d'attractions, mais à part ça, j'ai de la difficulté à avoir un marché pour ce produit-là en tant que tel. Quand tout le monde de nos jours joue sur leur console à la maison, faire sortir les gens comme dans les années 80, 70, puis mettre de l'argent dans une machine, je veux dire, il y en a peut-être d'entre vous qui sont trop jeunes pour avoir même vécu ça. Disons que ça revient à la mode, hein, parce que je sais que, après je suis pas parisienne, donc je sais pas si
si cette mode-là revient, mais j'avais entendu qu'il y avait des salles d'arcade qui se réouvraient à Paris, et en tout cas sur Montpellier, il y en a 2 de salles d'arcade. D'accord. Donc, c'est pas... Bon, après, c'est une ville entre guillemets relativement étudiante et jeune, donc c'est peut-être pour ça que ce genre de truc-là se déploie, mais s'il le relance, pourquoi pas. Si sur ce format-là, cette espèce d'immersion dans le jeu que on veut vivre et qu'on ne peut pas vivre du coup chez soi, tu vois, de proposer peut-être une différenciation dans le gameplay et dans l'expérience utilisateur, comme on dit, comme on utilise, ça peut peut-être relancer ces choses-là, du moins pour les jeux vidéo. Après, pour le reste, je sais pas. Côté arcade, je me demande si le fameux grand bar geek de Paris qui est à Châtelet, qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde, je me demande s'ils n'ont pas quelques jeux d'arcade. Mais je sais que j'étais en vacances sur la Côte d'Azur cet été, et je sais que j'étais avec des amis, on était allés faire dans une salle un peu comme ça où il y avait un peu ce qu'on appelle le palais, un petit peu des jeux comme ça. Il y avait aussi encore quelques jeux d'arcade, donc c'est peut-être pas impossible qu'on voit ça apparaître dans ces endroit-là, mais c'est sûr que du Star Wars maintenant, est-ce que ça va vraiment attirer, parce que c'était vraiment des jeux classiques qui étaient là-bas, est-ce que ça va vraiment apparaître en masse ou dans juste une ou 2 salles en France, ça va être à voir. En Amérique, ça va sûrement être plus présent, parce qu'effectivement, comme Star Wars, c'est beaucoup plus ancré dans la culture américaine, mais en France, je sais pas encore, on pourra retrouver ça. Peut-être pas en France, mais au Japon aussi surtout, parce que c'est une culture qui est encore présente là-bas, puis surtout que Namco Bandai, c'est quand même des sociétés qui sont nippone d'origine, si je me souviens. Ouais, effectivement. Ouais. Au dernier bar avant la fin du monde, il n'y a pas de console, enfin à ma connaissance, et il n'y a pas de place non plus pour accueillir ce genre de machines. Par contre, je vois bien ça dans les salles, dans les grands centres multiplex de cinéma. Il y a toujours un coin avec quelques jeux et quelques consoles d'arcade. Par contre, à la sortie du Star Tour à Disney, ça, je pense qu'on le verra là-bas. Clairement. Définitivement. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Mais merci, Jeff. Maintenant, l'univers étendu, entre guillemets, la partie canon maintenant, parce que on a rebooté l'univers étendu. Donc, j'ai de la difficulté encore à ne pas dire univers étendu pour qu'est-ce qui est roman et BD, mais enfin. Je pense que ça restera, tous ceux qui ont lu depuis tellement de temps, je pense que ça restera comme univers étendu, ou alors, comme j'aime aussi appeler, le nouvel univers étendu. Mais c'est sûr qu'on aura du mal à s'habituer au terme de canon maintenant. Donc effectivement, le tout premier roman, si je me trompe pas, ça a été donc A New Dawn, qui est donc une préquelle à Star Wars Rebels, donc qui nous présente un peu la rencontre entre Kanan et la pilote Hera Syndulla. Donc ça, on en parlera très bientôt. J'ai pas encore pu commencer à le lire, mais c'est dans ma pile, donc on en parlera très bientôt lors d'une prochaine émission régulière. Voilà. Moi, il me reste, je pense, 4 chapitres, donc je suis presque à la fin. Là. J'ai hâte d'en parler. C'est quand même bien. Là. C'est pas le meilleur roman Star Wars que j'ai lu, mais je pense que c'est une bonne façon de commencer, de donner un peu l'aperçu de l'univers avant Star Wars Rebel. Surtout que j'avais écouté dans une interview que John Jackson Miller ne savait pas que ça serait le premier roman du nouveau canon, parce que ça a été évidemment une histoire un peu de planning et de date de sortie. Donc, premier roman du nouveau canon. Donc, ça va ouvrir la voie à plein de choses maintenant, mais c'est vrai qu'on repart à zéro et je pense qu'on va se sentir un peu comme à la sortie du fameux Splinter de Mind's Eye à l'époque, si je ne me trompe pas, en 78, qui avait été écrit par Alan Dean Foster, qui était aussi le premier roman officiel de l'univers étendu. Mais il y a d'autres romans qui s'en viennent, là. Voilà. Donc principalement, et donc je vais aussi délivrer un petit synopsis, c'est donc le très attendu Tarkin le 4 novembre prochain. Donc Tarkin. Très bien. Je sais pas comment il s'appelle-tu vraiment Tarkin dans la version française des films? Ils avaient même dit Tarkan, effectivement, en VF. Mon Dieu. Mais donc, effectivement, on dit plutôt Tarkin ou Tarkin, suivant la prononciation. Et donc, le petit synopsis. Fils d'une respectable famille, un soldat dévoué et un policier distingué, loyal envers la République et un allié de l'ordre Jedi. Courtisé par le politicien et seigneur Sith qui deviendra l'empereur, Wilhuff Tarkin a réussi à monter les rangs de l'Empire, renforçant de plus en plus son autorité et poursuivant sa destinée pour devenir l'architecte d'une domination absolue.
Comme il le dit lui-même à l'empereur, il faut régner grâce à la peur de la force plutôt que la force par elle-même. Sous les ordres de Tarquin, une arme ultime et capable d'une destruction jamais vue commence à prendre forme. Lorsque cette fameuse étoile noire sera terminée, Tarquin est confiant que les poches de rébellion restantes seront anéanties à travers l'intimidation ou la destruction. Mais pour le moment, l'insurrection reste une menace bien réelle. Des attaques menées par la résistance et la découverte de preuves à propos d'une conspiration séparatiste deviennent une menace immédiate pour l'Empire et doivent être arrêtées au plus vite. Et pour détruire ces combattants pour la liberté, l'empereur va faire appel à ses plus terribles agents. Dark Vador, un nouveau seigneur Sith aussi dénué de remords qu'impitoyable, et Tarquin, dont les tactiques astucieuses et son efficacité mèneront l'Empire à la suprématie totale et à la destruction de ses ennemis. Donc ça, c'est le roman écrit par James Luceno, qui est donc je pense, un des auteurs préférés des lecteurs de l'ancien univers étendu. C'est un roman qui est sûrement un des plus attendus de ce nouveau canon. Et si je ne me trompe pas, il a procédé de la même façon pour écrire ce bouquin que quand il avait écrit son fameux Darth Plagueis. Donc c'est-à-dire qu'on va découvrir tous des détails insoupçonnés de la vie de ce personnage-là. C'est ce qui m'attire beaucoup aussi de ce roman-là. C'est bon, oui, le personnage joué par Peter Cushing dans les films était excellent. J'ai beaucoup aimé voir un peu son background, son historique un peu, j'imagine. Ça va être très, très intéressant. J'ai bien hâte de lire. Dans les 4 nouveaux romans, je pense que c'est un de ceux que j'attends le plus. Surtout qu'on peut déjà noter que grâce à ce roman que le nom de Willof Tarquin Willof, son prénom est désormais officiel parce que son prénom avait été inventé pour l'univers étendu. Ouais, mais ils ont aussi dévoilé le nom de Palpatine dans ce roman-là. Effectivement, alors je sais pas si tout le monde veut le savoir. C'est horrible, personnellement. Je sais pas si Jeff ou Hervé, vous avez entendu ce nom-là. Non, je sais pas comment il s'appelle. Ce prénom, oui, je l'ai entendu, je l'ai pas enregistré. Donc, pour ceux qui veulent pas le savoir, veuillez zapper 10 secondes de notre podcast. Le prénom est Sheev. C'est horrible. C'est ça. C'est ça. Alors, je sais pas s'il faut le prononcer comme ça ou un peu à la russe. L'allemand ou russe, je sais plus où il faut le V se transforme en F. Donc ça peut être chef aussi. Sheev Palpatine, mon Dieu. Hey. Surtout que si je me trompe pas, un Sheev c'est aussi une arme dans le terme en anglais. SHIV. Ouais, c'est possible. Peut-être. Donc, on sait très bien qu'aussi que Lucas... D'ailleurs, le prénom vient de Lucas lui-même. Donc, il n'est pas impossible que ça... On sait très bien qu'il sortait quelquefois des prénoms, enfin des termes d'un petit peu d'anciennes langues. Voilà, d'anciens termes ou anciennes langues. Il n'est pas impossible que ça soit pareil pour ça. Mm-hmm. Il est aussi... Mais c'est sûr que le prénom qui m'avait beaucoup marqué il y a très longtemps, il y a un autre prénom qui avait apparu aussi, c'était Kos. Et j'aimais beaucoup ce nom. Mais... Donc maintenant, ça a changé, c'est officiel. On a le prénom de Palpatine. Oui. Kos, c'est beaucoup mieux que Palpatine. Que Sheeves, excusez. Je trouve que ça fait étrange. J'aurais préféré que le personnage garde son simple nom Palpatine, un peu un nom générique, là, un peu comme Madonna, là, elle utilise un nom simple, Prince, ou je sais pas trop. Oui, c'est comme tout, c'est comme le faisait remarquer quelqu'un, c'est qu'effectivement, comme il est natif de Naboo, on sait très bien que les gens de cette planète, ils ont tous un prénom et un nom, donc effectivement, on pouvait se douter qu'on le saurait un jour. D'ailleurs, je crois même que Darth Maul a un prénom, mais effectivement, je crois l'avoir oublié depuis. Je sais qu'ils ont dévoilé il n'y a pas très longtemps son nom et son prénom, mais ça m'échappe pour l'instant. J'étais pas au courant de ça. Ou alors, peut-être que je confonds avec le nom qu'il lui donne dans le fameux roman Darth Maul Lockdown. Ça, c'est pas impossible. D'accord. Et je sais que normalement aussi, je crois que ça avait été dévoilé. Mais je peux me tromper, effectivement. Mm-hmm. Donc ensuite, les autres romans, on peut s'attendre à le 3 mars prochain, parce qu'il y a quelques changements de date. D'ailleurs, c'est les deux romans qui ont une date précise, c'est-à-dire Heir to the Jedi, écrit par Kevin Hearn, et Lords of the Sith, écrit par Paul Escamp, ont été repoussés de quelques semaines. Donc le premier sortira le 3 mars, et le second le 28 avril prochain. Donc là, on n'en sait pas encore grand-chose. On sait juste que Heir to the Jedi, ça concernera Luke,
après l'épisode 4. Donc ça sera le premier roman de... Non, pardon, je me trompe. Enfin, le premier roman dans le canon, mais le second roman écrit à la première personne après I, Jedi, qui était écrit par... non, pas Michael... Si, Kevin Michael... J. Anderson, ça se peut-tu? Kevin J. Anderson, voilà. Je suis pas certain. C'était... Je suis pas sûr. Non, Oui, c'est Michael Stackpole. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est bien ce qui me semblait. Mais donc, on aura donc la première fois, on entendra les pensées de Luke dans quelque chose qui se passera juste après l'épisode 4. Et Lord of the Sith, ça sera une histoire qui va réunir le temps d'une aventure à la fois Dark Vador et l'Empereur. Donc, ça va être assez curieux de voir leur relation à ce moment-là où ils seront juste tous les deux, voir comment ils vont s'en sortir. Et donc, le dernier roman qui a été annoncé, on en parlait justement un peu plus tôt dans l'émission, dans la partie Clone Wars, c'est donc le fameux Dark Disciple, écrit par Christy Golden, qui est basé donc sur des épisodes non finis de The Clone Wars, mettant en scène donc Quinlan Vos et Asajj Ventress, qui doit sortir. On n'a pas encore de date, mais ça sera pour l'été 2015. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit pour juillet. J'ai retrouvé le nom de Dark Maul, moi. Vas-y. Il s'appelle Écule. Ça fait Dark Molecule. Désolé. Ah non. Roulement de tambour. Ah, mais moi, si je fais un podcast sans sortir une vague pourrie, c'est pas possible. Je me sens tellement, quoi. Je recherchais justement son nom, mais ça n'apparaît pas sur le Wikipédia. Bon, c'est pas grave. Donc je me suis peut-être dû me tromper avec le thème qu'il lui donnait, comme je le disais un peu plus tôt dans le roman Darth Maul Lockdown. Donc ensuite, on peut parler rapidement de comics. Donc on sait très bien que Marvel a repris donc le monopole de tous les comics Star Wars. Ça a commencé donc dès janvier 2015 avec une série qu'on appelle ongoing, donc une série régulière nommée tout simplement Star Wars. Il y a aussi 2 autres mini-séries, une première qui s'appellera Princess Leia et l'autre Darth Vader. Donc là, il n'y a pas besoin d'en dire plus pour l'instant. Enfin, déjà, on n'en sait pas beaucoup, mais je pense que rien que les termes, vous pouvez en savoir plus justement sur ce qu'on va en voir. Mais la grande nouvelle, ça a été justement l'annonce justement aussi à la Comic-Con de New York, c'est que Marvel va aussi sortir tout un comic sur Kanan qui va s'appeler Kanan de Last Padawan. Et donc, ce sera une série. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sera juste quelques épisodes ou ce sera vraiment une série aussi régulière qui sera écrite donc par Greg Reisman, qui est le producteur exécutif de la première saison de la série. Et dans ce premier arc, au moins, on en apprendra donc plus sur la jeunesse de Kanan en tant que Jedi et sur son maître qui est donc Depa Billaba. Donc, concernant Depa Billaba, est-ce qu'ils vont garder un peu ce qu'on savait d'elle dans l'ancien roman Point de rupture de Matthew Stover, c'est encore à voir, ou est-ce qu'ils vont vraiment tout réécrire sur sa vie aussi, Moi, je sais pas, avec le nouveau canon, on se sent comme étant obligé de tout acheter pour savoir l'histoire. Mais je pense que je vais passer par-dessus les BD, à moins que ça soit que j'entende parler que c'est vraiment génial. Je pense que je vais rester seulement au roman. Peut-être même pas tous les romans, mais enfin, ça m'intéresse un peu moins cette BD en particulier. Même si j'aime beaucoup la série Rebels, je vais essayer de me limiter vraiment à la série télé pour Rebels. De toute façon, je pense qu'aucun roman ni aucune bande dessinée ne sont de toute façon obligatoires à la compréhension. C'est sûr que je pense que ce sera le même topo qu'avec l'univers étendu, c'est-à-dire que ce sera un rajout supplémentaire où on en apprendra un peu plus, mais on pourra très bien comprendre tout le reste sans savoir ça. Peut-être même qu'ils feront un peu peut-être des références après plus tard dans la série, que ce soit dans cette série-là ou après dans les futurs épisodes de Star Wars. Mais je pense que ce sera toujours pareil. Ça sera pas une obligation de tout lire, absolument tout, pour tout connaître de l'histoire, sinon personne pour y arriver. Ça, c'est sûr qu'il faut bien se le dire. Personne n'aura le budget, ni le temps, ni la possibilité de absolument tout savoir et tout lire. Et c'est sûr qu'on recommence à zéro, et donc on a vraiment une toile vide, une ardoise aussi qui est également vide. Donc on reprend vraiment zéro. On a vraiment l'impression de ne plus rien savoir. Et ça fait toujours un peu mal au cœur quand on pense que derrière on avait quand même plus des centaines de romans, des centaines de bandes dessinées qui offraient vraiment une histoire vraiment cohérente, à peu près à 95%, dirons-nous, mais suffisamment pour faire vraiment un univers extrêmement passionnant. Et donc maintenant, il faudra voir
Faudra voir dans le futur parce que effectivement, là, je vais en parler rapidement quand je vais faire ma petite critique du fameux Ezra's Gamble, qui est aussi une petite préquelle à Rebels avec le personnage de Ezra Bridger, qui est le grand personnage principal de la série, qui est donc là plutôt un petit roman jeunesse diffusé par Disney. Mais c'est sûr que effectivement, ce que me dit avec ce nouveau canon, ils pourront pas. Enfin, je vais pas en parler trop longtemps parce qu'on a fait toute une émission sur cette annonce sur l'annonce de l'annulation de l'univers étendu, l'apparition de canon. C'est qu'effectivement, on part à zéro et que c'est très difficile. On va sûrement retrouver après. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas forcément reparler de certains événements parce qu'ils ont été racontés déjà dans d'anciennes histoires. Ils ne pourront pas dire finalement ça a été déjà raconté dans cet ancien roman qui est devenu Legends. Donc c'est pour ça que je me demande si que par certains codex qui ne seront pas un peu limités. Bon, c'est sûr qu'on a on a plein de trucs à raconter désormais avec Rebels puis après avec les films, mais c'est sûr que quand ils voudront s'inspirer de certains détails de l'univers étendu, ils ne pourront pas non plus en revenir trop en détail parce qu'ils auront qu'à dire lisez cet ancien roman. Ou ils vont tout simplement le retirer de Legend pour le ramener dans le canon. S'ils décident de faire... Ça fera un peu bizarre quand même. Ouais, c'est ça. D'un coup, surtout qu'ils vont sûrement rééditer au fur et à mesure tous les romans avec la fameuse bannière Legends. Alors si tout d'un coup ils disent non, ce roman est finalement canon, je trouve que ce sera un peu bizarre. Donc c'est pour ça que j'ai peur qu'ils soient un petit peu limités par certains côtés s'ils font des grandes références à l'ancien UE dans ce canon. Mais comme je mentionnais dans l'émission qu'on a faite sur Legend, dans 20 ans, là, ils vont refaire du retcon encore, ils vont tout réajuster parce qu'il va y avoir des conflits. Même s'ils ont une équipe pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit, il va en avoir éventuellement. C'est pour ça que je pense que Shelley Shapiro va être prise au tournant, parce que si je ne me trompe pas, elle avait dit, je crois bien que c'est elle qui l'avait dit durant justement le panel univers étendu, enfin canon, durant la Comic-Con de New York, c'est je crois qu'elle avait dit texto, je pense qu'on n'aura plus besoin d'utiliser le mot retcon dans le futur. Donc je pense que, comme je l'avais dit dans un forum, je pense que si un jour ça arrive, je pense qu'elle va être prise au tournant et prise en défaut. Je pense que tous les fans de l'univers littérature de Star Wars vont lui tomber sur le poil, comme on dirait. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Ezra's Gamble? Donc effectivement, c'est un petit roman qui a été écrit par Peter Wyndham, qui est aussi connu de l'univers Star Wars littéraire. Donc ça, effectivement, ça a été ma première incursion dans ce nouveau canon, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas encore eu le temps de lire ni A New Dawn, ni les fameuses petites nouvelles parues dans l'Insider. Donc effectivement, il est sympathique, mais ça, c'est un peu le problème je pense qui va arriver pour moi au début, c'est que dès qu'il y avait une petite apparition je sais pas, d'une planète ou d'un détail, je me disais tiens, ça y est, c'est canon. Ça y est, c'est canon. À chaque fois, quasiment tout au début du roman, je me dis j'arrêtais pas de me dire chouette, ça je peux noter que c'est désormais canon. Ça désormais. Donc c'est effectivement, je pense que ça coupe un peu dans la lecture au début. Effectivement, je pense que ça le fera pas pour tout le monde, mais pour moi qui est un fan de l'univers littéraire de Star Wars, ça coupait un peu dans la lecture au début, parce que je me disais ça y est, tel détail, ça y est, c'est vraiment officiel, ça existe dans l'univers Star Wars. Mais sinon, j'ai bien aimé le roman. Effectivement, c'est plutôt dirigé vers la jeunesse, ça faut bien se le dire. C'est 150 pages. À chaque fois qu'ils annoncent un chapitre, on perd 3 pages. Donc au total, je pense que le roman fait plutôt 110 ou 130 pages. Enfin 110, 120 pages, parce que il y a au moins, je crois qu'il y a 15 ou 20 chapitres. Donc quand on supprime 3 pages à chaque fois, ça réduit vite le nombre de pages. Mais comme disait, d'ailleurs, je vais le répéter un peu ce qu'avait dit d'ailleurs Thomas dans l'émission de Rebels, c'est qu'effectivement on sent vraiment que Ezra vraiment ressemble beaucoup au fameux personnage de Zek qu'on voit dans les jeunes chevaliers de Jedi, un peu espiègle, voilà, c'est le terme que je cherchais. On peut même le remarquer qu'il pourrait presque même ressembler un peu à Anakin s'il n'avait pas quitté Tatooine et n'avait pas mal tourné, s'il n'était pas tombé du côté obscur. C'est vraiment le jeune qui est un peu, donc comme on le sait, orphelin, donc on pourrait il a un peu la force, mais il est orphelin, il est livré un peu à lui-même, mais ça n'a pas empêché qu'il a pas mal tourné. Il est un peu, comme je disais, un peu espiègle et tout ça. Mais effectivement, on peut même aussi noter qu'il y a
ce qui m'a amusé, parce que moi j'aime beaucoup le fameux audiodrama de Star Wars 4, 5 et 6. Et ce qui était amusant, c'est qu'ils ont fait aussi un clin d'œil au fameux spot de propagande impériale qu'on entend au tout début du premier audiodrama. Donc ils ont repris une grosse partie de ce spot, que Luke entend à la radio dans l'autodrama de l'épisode 4. C'était un peu amusant. Le seul truc après qui m'a un peu gêné, c'est que le livre fait apparaître Bossk. Et j'espérais qu'il soit vraiment utile à l'histoire. Puis finalement, je pense qu'ils l'ont fait vraiment apparaître pour faire un clin d'œil parce qu'au fait qu'il apparaissait dans la série The Clone Wars, donc ça attire un peu, je pense, que les jeunes qui ont aimé The Clone Wars. Parce que je me suis dit, ça aurait pu se remplacer par n'importe quel autre chasseur de primes, ça aurait été pareil. Donc c'était vraiment un clin d'œil un peu inutile, je trouvais. C'était vraiment juste ce qu'on appelle du fan service. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment un petit roman sympa qui se passe juste avant l'épisode pilote. Donc on découvre un peu, c'est un peu l'équivalent du All New Dawn du côté de Ezra. Donc ça se lit très facilement. C'est sympathique. C'est une petite histoire sympathique, une petite aventure qui met Ezra en compagnie de Bossk. Donc c'est pas désagréable à lire. D'accord. C'est très léger pour débuter le nouveau canon. Ouais. Excellent. On va terminer l'émission avec on a reçu un courriel d'un auditeur, donc Hervé, pardon, pas Hervé, Henri, si tu peux nous en parler un peu. Voilà, donc c'est un petit message qu'on a reçu d'un de nos auditeurs, donc je me suis dit que c'était intéressant, comme ça, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter au studio à l'adresse studio@swandirect.com. Donc comme ça on pourra discuter un peu de vos commentaires en émission. Donc c'est effectivement un mail d'un certain Yann, donc qui nous disait: bonjour ou bonsoir, je suis en train de vous écouter et vous faites référence à l'univers étendu. Je tiens donc à préciser que ça ne fait plus partie de Star Wars officiellement, donc il nous est plus permis d'en parler. Cordialement Yann. Bon, il y avait une fin de message que je n'ai pas très bien compris, donc j'ai préféré la zapper parce que c'était pas très clair mais je pense qu'on comprend un peu ce qu'il voulait dire. Mais effectivement, je voulais lui répondre que je lui avais déjà répondu par email, mais je préférais aussi en parler pour tous nos auditeurs. C'est effectivement, même si l'univers étendu n'est plus officiel dans Star Wars, je pense que certaines personnes comme toi ou moi, Danny, parce que je ne sais pas si Hervé ou Jeff ont lu beaucoup de romans Star Wars, mais je pense que absolument pas. Absolument pas. Mais moi qui je suis désolé, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est effectivement une partie de l'univers qui m'est totalement inconnue. Donc c'est le bon moment pour commencer. Ben voilà, c'est ça. Il faut me dire lequel c'est bon. Donc ce message s'adresse plus du côté de Danny et moi-même et nos auditeurs, effectivement, qui sont fans mais je pense qu'on n'arrêtera jamais de discuter de cet ancien univers étendu, parce que ça fait partie absolument de notre passion. On a vécu ça avec ça, pour moi, j'ai vécu ça avec ça depuis plus de 17 ans. Je pense que Danny, ça fait encore plus longtemps. Donc je pense que ça restera toujours présent dans nos débats. Dès qu'on parle d'univers étendu, on en parlera toujours. Et puis, comme on en discutait un peu plus tôt, c'est qu'effectivement, cet ancien univers étendu sera on en fera l'univers canon Star Wars en fera de toute façon référence. Donc on sera obligé d'en revenir. Donc on est, comme nous dit l'auditeur Yann, là il nous dit qu'on n'a plus le droit d'en parler. C'est faux. C'est qu'on en parlera toujours, ça restera toujours à l'esprit, toujours. Et puis de plus, on peut noter que les bouquins de toute façon existeront toujours, même s'ils seront sur une bannière Legends. Enfin, on va surtout y faire référence comme un item qui a été inspiré d'eux ou truc comme ça. On n'en parlera plus vraiment en tant que tel. On ira pas raconter les histoires qui se passaient dans tel et tel livre. C'est complètement... on va oublier ça. On va plus faire référence à un élément ici qui aurait pu être pris de ce livre-là, ou etc. On va faire des comparaisons, c'est certain, jusqu'à ce qu'il y ait tellement de matériel dans le canon qu'on va l'oublier le reste. T'sais, la majorité des histoires, je m'en souviens même plus, tellement ça fait longtemps que je les ai lus une seule fois quand ils sont sortis, les romans. Donc il y a plein de choses que j'ai oubliées déjà. Écoute. C'est sûr qu'il y a des histoires qui sont tellement vieilles qu'il y a tellement de choses qui se sont passées que
qu'on a tout oublié. D'ailleurs, c'est un peu je pense que c'est un des points positifs que je vois dans cet univers canon, c'est qu'on va pouvoir tout reprendre à zéro. Donc, on va pouvoir rester comme moi pour quelqu'un qui a débarqué en plein milieu de l'univers, au début de l'univers, un peu en cours de route. Donc, maintenant, je vais pouvoir bien tout connaître essayer de connaître par cœur et bien être au courant à 100% et ne plus être aussi perdu que je pouvais l'être ces dernières années. Si on peut se permettre de faire un... Moi, je suis pas un grand fan d'univers étendu, je ne connais que une petite partie de l'ancienne République, puisque c'était le domaine dans lequel j'officiais à l'époque. Mais on peut faire un parallèle intéressant avec les comics qui réinventent souvent leur propre univers et qui, au final, s'inspirent de tel personnage. La ligne directrice reste la même, c'est l'univers de Star Wars, on va pas le changer, etc. Mais le fait qu'il y ait un reboot là-dessus, c'est pas perdu pour autant, quoi. Voilà, on va toujours y faire référence à un moment, on va toujours avoir des points de comparaison sur le traitement d'un personnage, sur l'histoire que lui aura eu, mais il avait l'histoire différente dans l'autre bouquin. Voilà, c'est pas parce que l'univers n'est plus entre guillemets officiel qu'il est pour autant perdu. On peut encore en parler, mais on ne doit pas s'en servir comme point de référence. Bien dit. Effectivement. Puis encore, on peut considérer tout ce qui est dans le passé très très lointain, ça l'affecte pas encore, même si c'est dans Legend, c'est considéré Legend, ça n'affecte pas encore qu'est-ce qui est produit présentement. Le jour que ça va l'affecter, ben on va en parler moins, c'est tout. Parce que présentement, par exemple, dans l'ancienne République, il n'y a absolument rien qui tombe en conflit avec ça présentement. Là. On va éventuellement, ça va être réécrit cette époque-là. À ce moment-là, on pourra vraiment l'oublier, mais d'ici ce temps-là, elle va rester quand même. Je trouve quand même dommage qu'ils aient... on va pas trop s'étendre, parce qu'encore une fois, je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé en long, en large et en travers dans une émission de Star Wars en direct, mais je trouve vraiment dommage que certains romans ne soient pas passés canon, parce qu'il y a vraiment, la possibilité, comme les trucs qui se passent vraiment dans le très très grand passé, comme le destin, l'aube des Jedi, ou Dawn of the Jedi, où ça aurait peut-être pu rester, des histoires comme ça. Bon, c'est dommage d'avoir tout mis dans le même panier d'un coup. On fera pas de débat cette semaine. Cependant, je vais peut-être suggérer justement aux auditeurs, on va vous suggérer un sujet, puis envoyez-nous vos courriels, et puis on pourra en discuter selon vos réponses aussi. Il y a eu des rumeurs d'une trilogie spin-off pour Obi-Wan d'un spin-off pour Obi-Wan Kenobi, et même une trilogie de spin-off. Donc, si nos auditeurs peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme film, quel genre d'aventure qu'ils aimeraient voir Obi-Wan Kenobi avoir dans cette série de films spin-off, ben envoyez-nous vos commentaires à studio@swandirect.com ou par d'autres moyens sur notre site Facebook, Twitter, peu importe. Envoyez-nous un courriel, c'est la façon la plus facile de vous étendre de long en large sur votre idée, et puis on va en parler en ondes en même temps que nous donner nos propres commentaires dans une future émission, donc on vous invite à participer. Sur ce, notre prochaine émission, ça va être Star Wars en direct spoiler numéro 6. Les spoilers, ils nous tombent sur la tête comme à une vitesse incroyable. Donc, on essaie de garder le rythme. C'est plutôt difficile. Donc, on va vous proposer une émission Star Wars en direct spoilers sous peu. Le numéro 6. Je voudrais remercier Jeff et Hervé, nos nouvelles voix. Donc, merci d'avoir participé à votre première émission. Merci à toi. Ouais. C'est un bon bizutage, quoi. J'espère surtout que vous me reprendrez que j'ai pas dit trop de bêtises, parce que entre mes jeux de mots pourris et mes blagues en dessous de la ceinture, voilà quoi. Non, tout a très bien été. Bon, ça va. Non, je vous remercie. Merci Henri de ta place très régulière à Star Wars en direct. Merci de ta participation aujourd'hui. De rien, c'est toujours avec grand plaisir. Et j'invite tous nos auditeurs à aller visiter notre site web swandirect.com, nous suivre sur Twitter à l'usager SW en direct, et aussi notre page Facebook, bien sûr. Jeff, comment que les gens peuvent te rejoindre sur Twitter, Facebook ou peu importe site web? Principalement, vaut mieux Twitter, parce que c'est là, j'ai pas de page fan Facebook, etc. Donc, y a mon Twitter perso, c'est @Jeff_Quaderi, QUADERI. Et si vous voulez retrouver, alors je crois que vous au Québec vous dites les bafouilles, c'est ça? Si vous voulez retrouver mes bafouilles,
diverses et variées. Vous allez sur cantinanews.fr, tout attaché. Voilà. Parfait. Et toi, Hervé? Moi, on me trouve sur Twitter principalement aussi, sur Hervé Quaral. Donc tout attaché. Et puis autrement, vous pouvez également écouter mes émissions sur splitscreenpodcast.com. Voilà. Qui seront sûrement moins nombreuses que mes participations sur Star Wars en direct. D'accord. Parce qu'on est trois et c'est vrai le temps qu'on se réunisse autour d'une table, c'est toujours plus compliqué que quand on enregistre sur Skype, ce qui est toujours plus facile pour tous. Et toi, Henri? Alors, on peut aussi me retrouver sur Twitter. Moi, c'est facile, c'est Dalsk, l'usager Dalsk, D-A-L-S-K. Ou bien, je suis aussi très présent sur Internet, sur un site que j'ai co-créé avec l'ancien Camui de Camui Web, donc il s'appelle Breaking News. Donc, on parle un peu de tout ce qui est un peu projet à grande envergure qui nous plaît. Donc, c'est-à-dire des jeux plutôt côté film, mais aussi un peu séries télé et jeux vidéo. Donc, si vous avez besoin d'actualité de ce côté-là, donc n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. Pour mon cas, c'est l'usager Danny Pépin, D-A-N-Y-P-E-P-I-N en un seul mot, sur Twitter seulement. Donc, si vous voulez voir mes commentaires, c'est sur cet usager-là. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, réactions, ou justement vous voulez nous parler du sujet qu'on vous a proposé sur les spin-offs d'Obi-Wan, envoyez-nous ça à l'adresse courriel studio@swandirect.com ou laissez votre message sur l'article de l'émission sur notre site web. Il y a une section commentaires dans le bas, ou même sur la chaîne YouTube en dessous de nos versions YouTube de l'émission. Comme je viens de mentionner, je vous invite à participer avec nous aux réseaux sociaux en rejoignant notre groupe Facebook à l'adresse facebook.com/SW en direct et suivre notre compte Twitter à l'usager SW en direct. Nous vous invitons également à nous laisser un commentaire sur iTunes. Donc, les bonnes critiques sont les bienvenues. Ça va nous faire monter au classement. Parlez de nos émissions à vos amis, votre famille, vos fansites préférés, etc. C'est une bonne façon d'élargir notre auditoire. Partagez nos articles sur Twitter et Facebook aussi. Retweetez nos tweets. Ça nous aide toujours. Donc, de ma part et de la part de Hervé, Jeff et Henri, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.